Donc voilà, tu es libre de ressentir les émotions que tu veux dans ce podcast. Il n'y a pas de... Tu le vends si bien. Il y a rien de particulier, quoi. On est entre nous, et puis voilà. Tu es prêt? Bah écoute, c'est quand tu veux. Et bah c'est nickel, parce que j'ai lancé l'enregistrement. Et oui, il fait ça bien, il fait du teasing et tout. Je te jure, t'es bon. Non, écoute, c'est le début donc de ce 32e épisode de Sans Prétention, le 30e à être diffusé, parce qu'on a eu de petits faux départs, on va dire, de Ça petits arrêts en cours de route. C'est le 32e épisode de Sans Prétention, on est en avril 2026, c'est le début du printemps, et j'ai la chance de recevoir Cyril. Bonjour, comment ça va Baptiste? Bah moi ça va super, écoute, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. C'est vrai que ça fait... je savais qu'un jour j'allais faire un podcast avec toi, enfin, j'allais faire l'épisode de Sans Prétention avec toi en tout cas, et ce jour est enfin arrivé. Mais beau. c'est comme avec Florian, parce que c'est le même groupe de potes, et je sais pas, je sais qu'on s'est rencontrés aussi dans une période de notre vie où on a très vite fusionné nos vies entre guillemets, dans le C'est sens vrai. où on s'est très vite livré, on a très vite appris à se connaître et tout ça. Et du coup j'étais en mode ouais, bah, y a pas d'urgence, je sais qu'un jour on va se retrouver, on va se mettre derrière ces micros, et puis on va parler de nos vies. Ouais, Donc, bah carrément. donc voilà. Donc ça va, t'es en forme? Ouais, mais c'est un peu impressionnant d'être de l'autre côté. Genre d'habitude, comme je te disais, ça m'arrive d'écouter tes podcasts sur la route ou quoi. Et d'être de l'autre côté, ça fait bizarre. Ça fait, Bah, c'est pas je la sais même pas comment expérience, expliquer. C'est pas, ouais, peut-être pas impressionnant, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas du stress, mais c'est un truc ouais, c'est bizarre d'être de l'autre côté. Ouais. Quoi. Oui, bah je sais que moi j'ai pas de problème pour écouter mes podcasts, mais j'aime pas du tout les écouter en public. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de potes qui font ça pour rigoler, qui commencent à mettre ok, qu'est-ce qu'on écoute là en voiture ou quoi, ils sont en mode allez, on va se mettre un petit épisode de Sans Prétention. Je suis en mode oui, bon, pas forcément, on n'est pas obligé de faire ça et tout. Et en fait, je trouve ça très. Surtout, genre quand tu mets sur une enceinte ou quoi, Ouais. je trouve que ça rend pas du tout bien. Et je suis en mode c'est affreux, ne faites pas ça. Mais c'est pas non plus la vocation pour écouter les podcasts. C'est sûr. Mais Sur par une contre, enceinte, quand je le mets dans des écouteurs ou quoi, ou dans un casque, là je me dis ok, ça va, là ça s'écoute, c'est tranquille. Mais c'est vrai que entre le moment où tu l'enregistres et le moment où tu l'écoutes, c'est pas du tout la même expérience. Ouais, je comprends. Et j'espère que tu seras pas déçu de ce que tu vas dire en tout cas. Et Non, que bah si non. tu réécoutes ce podcast un jour, tu te diras pas mais les conneries que j'ai dit à ce moment-là. Parce que c'est possible. Hein, mais... Ouais, c'est sûr. Mais après, est-ce que tu dis pas ça surtout parce que t'aimes pas entendre ta voix, ou t'aimes pas que les gens entendent ta voix? Parce que c'est vrai que souvent les gens, quand ils se voient en vidéo ou quand ils entendent leur voix, ils aiment pas du tout. Non, bah en fait, j'aime bien ma voix en podcast quand je parle. Genre, j'ai pas de souci à m'entendre en train de parler. Par contre, je déteste ma voix quand je crie. Enfin, pas quand je crie, mais quand je chante, quand je crie, Ouais. ou quand quand je dois forcer un peu plus, parce que j'ai l'impression d'avoir le nez, je sais pas, j'ai le nez un peu bouché, ou j'ai toujours de parler un peu du nez quand je monte dans les aigus, ou quand je monte en termes de sonorité. Ouais. Bah, je sais pas, comme toi, tu vois, t'as une voix très grave. Ok, oui. Je sais pas si, enfin, tu vois, quand tu cries, ou quand tu chantes, tu vois, c'est pas la même voix. Tu joues avec tes cordes vocales, Oui. machin et tout. C'est vrai. Et moi, je sais que du coup, j'aime pas du tout quand je force sur ma voix un peu, quand je crie ou quand je chante ou voilà, quand je gueule, j'aime pas du tout. Mais par contre, quand je parle, ça va. Mais Ok, j'ai je vois quand même l'impression d'entendre un peu ce petit bruit de nez, machin, je sais pas. Ça Après, c'est peut-être une impression que toi t'as parce que on n'a pas la même voix, tu sais, quand on l'entend et quand les gens l'entendent avec tout ce qui est résonance des cordes vocales, etc. Nous, notre oreille interne chope ça et les gens le chopent pas. Donc ça se trouve, toi, t'entends cette petite voix du nez que personne n'entend à part toi. Ce qui est très chiant pour toi du coup, mais, Oui, mais non, que bah, personne n'entend peut-être. Bah, on est toujours plus dur avec soi-même C'est vrai. qu'avec les autres, hein, donc c'est Ça, c'est vrai. ce petit truc de remise en question. Et c'est quoi le mood en ce moment là? Est-ce que tu commences bien l'année 2026 où est-ce qu'on va là? Là on enregistre, on est au mois de mars. Est-ce que tu as eu un bon début d'année? Comment ça va? C'est quoi l'énergie? T'es dans quelle énergie en ce moment? Moi, j'ai une année 2026 qui est un peu comme le temps actuel, ensoleillé, j'ai envie de te dire. Franchement, ça se passe très bien de mon côté, sur tous les plans. Donc ouais, non, tous les feux sont au vert. Les projets que j'ai, j'espère, pourront voir au moins le bout de leur nez ou potentiellement se concrétiser si c'est possible, ça serait mieux. Mais non, tout se passe très bien. Une année 2025 un peu plus compliquée, mais 2026, franchement, top.
Jusqu'ici, tout va bien, quoi. Jusqu'ici, tout va bien, ouais. J'avais pas dit mieux. Jusqu'ici, je touche du plastique, mais tout va bien. Mais tout se passe bien, ouais. C'est genre, quand tu dis que les projets qui arrivent s'annoncent bien, c'est quel genre de projet est-ce que tu as pour l'instant ? Bah, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, tu vois, j'ai des projets, j'ai pas mal de potes qui investissent, alors pas comme... je crois que c'est Camille sur un des podcasts qui disait qu'elle voulait investir pour habiter. Moi, c'est plus investir pour louer derrière, tu vois. J'ai pas mal de potes qui font ça, qui achètent à plusieurs, qui retapent la maison quasiment de A à Z, tu vois, et qui derrière la relouent. Ok. Et en fait, on est dans une période, en plus actuellement, c'est encore pire, où c'est compliqué d'investir dans des endroits safe, entre guillemets. Ouais. Et la pierre, en tout cas l'immobilier, ça a toujours été l'endroit le plus safe, avec l'or, mais bon... Pour acheter de l'or, faut avoir des sacrés moyens. Alors qu'investir dans l'immobilier, c'est quand même possible. Et donc, j'aimerais bien pouvoir un jour me lancer. Et genre fin d'année, là, j'aimerais bien lancer ça avec un pote qui est déjà dedans et qui me demande depuis quasiment un an. Mais la stabilité financière fait que je ne peux pas. Ok. Et non, c'est un des projets que j'aimerais bien. Et puis, forcément aussi changer d'appart pour emménager avec ma copine actuelle, qui serait aussi un autre projet un peu plus soft, entre guillemets. Mais... Okay. Mais franchement, ce serait pas mal. Et du coup, ce truc d'investir à plusieurs, vous avez déjà réfléchi à un truc, c'est une maison, c'est un appart, vous êtes deux, vous êtes plusieurs Ouais, bah ça dépend des lois du marché, de ce qu'on peut trouver sur le marché, j'ai envie de dire. Là, par exemple, j'ai deux de mes meilleurs potes qui l'ont fait à deux sur une maison mitoyenne et qui la relouent derrière et qui là cherchent une maison plus grande pour faire plusieurs apparts dedans. Okay. Et en fait, ça dépend vraiment du potentiel du logement que tu trouves, dans l'état dans lequel tu le trouves, et de la superficie, de ce qu'il y a sur le marché, du prix, enfin ça dépend de tellement de paramètres que tu sais pas dans quoi tu vas investir. Est-ce que ça va être un appart, est-ce que ça va être plusieurs apparts ou un seul, plutôt, entre guillemets, mais le but est toujours de louer derrière, et en fait plus le logement est cher, plus tu cherches des personnes avec toi pour amortir les coûts, et souvent des personnes qui sont un minimum douées du manuel, on va dire, du travail, du BTP pour pouvoir t'aider. Si c'est pas possible, bah, tu cherches quelqu'un qui a plus de moyens financiers que toi, mais qui assume de mettre plus d'argent, mais du coup de travailler moins. Enfin, tu vois, le rapport, en fait, le rapport de force entre l'argent et les moyens que tu peux mettre, toi, avec tes techniques, tes outils, etc. Il faut que ça soit équilibré. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que, oui, c'est comme dans toute relation de taf ou un peu sérieuse professionnellement, on va dire. Faut que ça soit équilibré, que les deux s'investissent autant, quoi. C'est ça, faut juste trouver les personnes de confiance, parce que c'est des projets qui durent sur minimum, on va dire 1 an. Si c'est plusieurs apparts dans un logement, c'est plus d'1 an. Donc faut vraiment que ça soit des potes en qui t'as confiance, mais aveuglément, quoi. Ok. Faut pas faire ça avec Madame Michel qui habite au 2 allée des Roseaux, là, juste à côté, ou quoi. C'est nickel, j'ai vu la voisine qui était chaude pour investir, là. Ça fait 3 semaines qu'on se connaît, mais on se dit que ça a tout de suite bien matché entre nous. Tu viens d'aménager dans un appartement, tu vas voir les voisins, tu dis ça vous dirait d'investir, ça marche pas comme ça, vraiment pas. Évitez de faire ça. Il faut vraiment des potes de confiance que vous connaissez depuis des années, et puis qui sont au moins aussi investis et aussi chauds que vous de le faire, pas que vous les forcez, parce que forcément, si t'as forcé quelqu'un, la motivation elle va baisser. Si la motivation elle baisse, le projet se casse la gueule. Vous êtes un peu un entrepreneur finalement. Pas du tout. Un businessman. Non, c'est juste que j'apprends de ce que font mes potes justement, et je vois des erreurs qui peuvent être faites, et en fait justement moi ça me permet aussi de me rassurer dans ce côté-là. Le fait qu'ils aient déjà bossé là-dedans, ça me rassure de fou, parce que c'est pas des mecs manuels en fait, hein. Là on parle d'un comptable, d'un ingénieur, machin, enfin c'est pas des mecs qui ont l'habitude de bosser, de je sais pas, poser du placo, etc. Mais par contre ils l'ont fait une fois, ils le refont là actuellement, et en fait leur projet, eux, c'est vraiment des investisseurs, de se dire on loue, on se fait un petit empire financier entre guillemets, et derrière on sera plus safe pour le futur. Parce qu'ils partent du principe que ils n'auront pas forcément beaucoup de retraite, ou alors qu'au moment l'investissement sur d'autres sphères vont pas forcément marcher, et donc ils se disent voilà, au moins là c'est safe, et puis tu as une rentabilité derrière, vu que comme tu loues, tu as une rentrée d'argent, donc forcément en fait ton prêt au final il est annulé par la rentrée d'argent, donc c'est une bonne opération. Et alors c'était quoi tes critères pour enfin c'est pas encore fait, mais c'est quoi tes critères pour jouer? C'est quoi tes critères de confiance pour faire ce genre de projet avec quelqu'un, justement? Comment tu sais, genre, parce que tu vois, pareil, moi je pourrais avoir des idées de projet ou
enfin, je suis pas encore un entrepreneur, mais je pense que j'aimerais bien monter ma boîte un jour, peut-être, enfin monter un business, un truc, quelque chose. Mais et je pense que pareil, on pense tous à des potes, on a des potes en tête qui on se dit bah oui, on pourrait bosser entre guillemets avec eux parce que machin. Mais c'est quoi les critères qui font que tu fais confiance à telle personne et moins à telle personne pour un projet? Parce que il y a des potes, tu peux être super pote avec eux, mais tu sais que jamais tu vas travailler avec eux ou jamais tu t'investirais avec eux, tu vois. Je comprends. Ah, très 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 bonne question. En fait, moi je sais pas, ça me paraît évident, mais comment t'expliquer? En gros, moi, c'est des potes que je connais depuis, 10, peut-être 15 ans, bientôt. Donc, il y a une vraie longévité dans cette amitié. On a quasiment tout vécu, je les connais de A à Z, je connais leurs défauts, ce qui est hyper important, je connais leurs qualités forcément, mais en amitié, souvent, tu vois d'abord les qualités, les défauts, ils sont souvent cachés. Tu vois rarement les défauts d'un ami, ou alors tu les pardonnes plus facilement, ou ça se trouve, soit tu les vois pas, soit il te les cache, mais quoi qu'il arrive, les défauts d'un pote, tu les vois moins que si c'était le défaut de ta meuf ou le défaut de ta mère. Ou... Tu vois, les personnes comme ça, tu vois forcément les défauts parce qu'elles sont beaucoup plus naturelles que des amis. Parce que tu es censé passer à la base que des bons moments avec eux. Donc c'est ça. T'es pas là genre en train de te dire ok, on a cette merde à gérer ensemble, comment on fait, et tu vois que le mec est pas sérieux ou quoi, voilà. T'es en mode on va aller boire des bières ensemble dans un bar, ça va être sympa comme moment. Il n'y a pas de négativité possible. C'est pas possible normalement. Il peut pas y avoir de déception, tu vois. Sauf s'il n'y a plus de bière dans le bar. Là, mais c'est pas la faute du pote. Là c'est la crise. Mais sinon, enfin à Lille ça m'étonnerait, mais sinon ouais. Mais non, en fait les critères c'est de savoir justement défauts, qualité de la personne, la connaître depuis assez longtemps pour savoir qu'elle est fiable. C'est-à-dire que si t'as déjà eu des galères et qu'elle était là, bon tu sais que tu peux quand même compter sur elle, donc c'est hyper important. Et puis derrière toi te dire bah ok je le sens, il y a aussi un côté instinct, le côté sentimental. Une personne qui peut montrer j'allais dire pas de blanche entre guillemets pendant 10 ans, ça se trouve tu auras toujours, quand tu vas t'engager sur un truc hyper important financièrement comme en termes de temps, faut que tu te dises voilà, est-ce que c'est une personne capable de gérer aussi, tu vois, faut que tu la connaisses aussi sur le côté on va dire professionnel, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu sérieux à côté, parce que si ça peut être ton meilleur pote qui est là dans toutes tes galères mais que derrière c'est le gros branleur de service, tu vois, le vilain petit canard comme on dit, bah forcément dans un projet pro où tu dois t'investir vraiment sérieusement et quasiment à 100%, c'est compliqué, t'as pas envie de t'engager avec lui même s'il coche tous les autres critères, tu vois. Oui, c'est ça, s'il est toujours chaud pour les bars de bière et que c'est sympa, t'es en mode ok, mais il faut qu'il y ait un peu plus derrière, c'est ça. Il faut qu'il y ait des garanties, enfin que il mène quand même la barque de sa vie d'une bonne manière. Ouais, voilà, si c'est quelqu'un de stable en fait, tu vois, si c'est quelqu'un qui changer 4 fois de boulot, qui veut partir 4 fois à l'étranger sur 2 ans, tu te dis est-ce que je vais investir une année de ma vie avec une personne comme ça? Je sais pas, tu vois, même si je l'adore et machin, tu vois, on en connaît tous qui ont la bougeotte et il y a aucun souci, mais par contre derrière si tu veux investir avec cette personne là, faut peut-être se poser les questions. Ça se trouve ça va être la personne idéale, on sait pas, mais c'est pas la personne vers qui je me tournerai de façon naturelle, on va dire. Ok, ouais. Et donc là, toi, tu veux investir pour louer derrière. Est-ce que tu veux être propriétaire de ta maison, enfin de ton habitation à toi aussi, ou tu t'en fous de ce côté-là? Ah si, carrément, j'aimerais bien. Bah, c'est comme le disait, c'est fou, je vais reprendre 2 fois c'est le podcast de, je crois que c'était Camille d'ailleurs, qui disait bah c'est important d'avoir son chez soi, où tu sais, tu veux changer, comme elle disait, les murs de la maison, tu veux tapisser, tu veux changer les couleurs, la peinture, tu fais ce que tu veux. Ton proprio pour dire, est-ce que ça vous dérange si je casse un mur? C'est ça, et en fait bah je trouve ça hyper important d'avoir le côté la maîtrise de ton chez toi, et c'est un peu, ça peut être un critère d'épanouissement pour certains, tu vois. Moi je pense que ça peut être aussi un critère si derrière tu veux, je dis, là tu te projettes beaucoup quand je te dis ça, mais si derrière tu veux monter une famille, machin, vieillir avec la femme de ta vie, c'est quand même beaucoup plus facile dans une maison qui t'appartient. Ouais, carrément. Et c'est mais du coup toi le projet de base là tu vas pas tout de suite acheter pour vivre dedans. Là, tu vas acheter quelque chose pour le louer, pour le retaper, louer. C'est ça. C'est le premier projet immobilier, c'est d'abord... Il faut d'abord que ça te rapporte de l'argent. Tu veux pas commencer par acheter un appart où là, ça va te coûter de l'argent à toi uniquement, quoi. C'est ça. Bah, en fait, le projet de base, là, c'est de me dire, je fais un investissement à plusieurs, donc c'est un investissement moindre, surtout que ça a des travaux, donc ça veut dire que le coût du logement qu'on va acheter sera aussi moins élevé, même si tu as le coût des travaux et tout, bien sûr. Oui. Mais... c'est un investissement un peu moindre avec des moyens financiers qui aujourd'hui pour moi je commence à me faire un petit portefeuille, mais
j'ai tellement galéré, on se connaît, on vient de la com. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes encore en études, n'allez pas en com et marketing parce que c'est ultra bouché. On sait très bien qu'on a galéré. Après, hein. On a bien galéré, donc on sait très bien que pour trouver un taf, c'est dur. Là, j'en ai un, c'est même pas un CDI, tu vois. Et là, c'est dans l'hypothèse où c'est un CDI derrière. J'investis dans le mois qui suit. Okay. Mais par contre, pour l'instant, de toute façon, je suis pas forcément éligible par rapport aux banques qui vont me dire bah t'as un CDD mec, t'as quoi comme garantie, tu vois. Va voir dehors là, vas-y recule un peu. Ouais, c'est ça. Sors de la banque pour voir là. C'est nickel. Ça. Va voir en face là-bas. Ouais, super. C'est pas bien, une banque, là-bas. C'est un McDo. Oui, bah justement. Va chercher ton menu McFirst. Allez, dégage. C'est un peu ça. Donc non, c'est du très long terme. Quand je te dis ça, ce serait un projet de fin d'année qui serait un peu la cerise sur le gâteau de l'année 2026 si elle se passe très bien. Okay. Mais pour l'instant, voilà, c'est dans un coin de la tête, on va dire. Ok, très bien. Et bah justement, t'as parlé un peu, on s'est un peu rencontrés dans le monde de la communication. Oui. Et on va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais remettre un peu de contexte sur ta vie, que tu nous racontes un peu. Parce que, en fait, même moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bah je te connais, je connais un peu ton évolution, machin et tout. Mais j'ai des petits doutes sur tout ce qui s'est passé avant les études et tout, machin. C'est pas sérieux ça. Genre, là, t'as 28 ans. 27, c'est 28 cette année. Tu vas avoir 28 ans cette année. T'es très mauvais en date. Hein, je suis très mauvais. Mais c'est terrible parce que toi, t'es un 98. Ouais. Moi, j'ai grandi dans une promo de 99. Mm-hmm. Et je suis moi-même un 2000. Et à terme, j'ai même fini par côtoyer des 2001 et tout machin. Et même là, pour commencer un peu dans le monde professionnel, c'est terrible. Là, j'ai commencé un nouveau taf il y a 4 mois maintenant. Mm-hmm. Et il y a des gens qui me disent leur âge, je suis choqué. Mais pas parce qu'ils sont vieux, hein, mais parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ouais. Et il y a des gens, ils sont... Ouais, non, mais il y a 2-3 personnes qui sont plus jeunes que moi. Et j'étais en mode... alors qu'ils sont plus anciens que moi dans la boîte, du coup, machin et tout. Mais je suis en mode, ok, bah ça y est, j'ai passé ce cap où tu peux arriver dans un taf. Et il y a des gens qui sont plus jeunes que toi. Et c'est pas les stagiaires ou les alternants, tu vois. Non. C'est des gens, ils sont juste embauchés avant toi. Et ils sont plus anciens que toi en étant plus jeunes que toi. Et t'es en mode... Ouais, ça fait mal. Mais donc là tu as 27 ans, tu vas atteindre les 28 ans cette année. Mm-hmm. Comment t'es arrivé à faire de la communication ? Parce que c'est là où on s'est rencontrés en master, donc bac plus 4 et bac plus 5. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avant pour que tu arrives à faire de la communication ? Eh ben pas grand chose, c'est pour ça que je suis en communication. Comme beaucoup de personnes qui savaient pas quoi faire. Jusqu'à mes 22 ans. Non, en fait c'est un truc comme je pense beaucoup de monde qui sont allés en com, c'est pourquoi pas, tu vois, t'aimes bien, c'est pas le métier passion par excellence où tu sais il y a des gens qui veulent devenir chirurgien, il y en a qui veulent devenir architecte, tu vois, c'est un métier un peu, tu sais ce que tu veux faire depuis longtemps, tu y vas pas par hasard. Et moi j'avais pas forcément beaucoup de passion à part le sport en fait, et je voulais faire un truc en lien avec le sport. Sauf que je me voyais pas faire beaucoup d'études. Finalement, j'ai fait quasiment 6 ans, donc pas bon calcul. Mais moi, je me souviens des questionnaires enfin, j'ai eu des questionnaires au lycée et tout. On me disait genre pour t'aider à t'orienter, à t'aiguiller, machin, dans le grand chemin des études et de la vie. Et il y avait des cases genre est-ce que vous voulez faire des études longues ? Et moi, j'étais en mode bah non, ça me gave les études et tout machin. Et au final. Longue, 5 ans c'est déjà très long quoi, comme parcours d'études, donc au final on a fait des études longues quoi. Mais, c'est ça, au final on fait des études longues alors qu'on n'en voulait pas forcément, mais en fait pour revenir sur le parcours, c'est qu'en gros moi je voulais faire un truc que je pouvais m'éclater dedans, soit en rapport avec le sport, soit en rapport avec la psychologie, parce que j'aimais beaucoup le côté social. Moi j'étais parti en ES à l'époque pour ça fait bizarre de dire ça parce que c'est plus ça maintenant, mais en gros la spécialité économique et sociale, parce que je kiffais ça, tu sais, comprendre un peu le comportement des foules, des gens, etc. Et en fait la com était un peu au milieu de tout ça, où je me disais tu peux faire des stratégies pour essayer de toucher les gens vu comment ils ont cette réflexion là ou plus cette réflexion là pour toucher le cerveau de cette manière là, etc. Tu peux quand même aller dans le sport parce que t'as de la com, t'en as besoin absolument partout. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, let's go, communication dans le sport. Et je me suis retrouvé dans une première école qui était ICFAC, donc mes 3 premières années, où j'étais dans un truc de com événementiel spécialisé dans le sport. Parce que moi, dans ma tête, le sport, c'était pas bouché du tout. T'en avais partout. Et la com, c'était open bar. Sport, mais oui. Bien sûr. Et en fait, que nenni, c'était bouché de fou. Alors après, en plus, il y a eu le Covid entre deux, donc ça a vraiment pas aidé. Et en fait, voilà, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être me réorienter dans un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus pointu en termes de com et de marketing.
Et c'est pour ça que je suis allé à l'ISCOM. Maintenant, on sait très bien que finalement, c'est les mêmes écoles partout, donc je me suis juste fait avoir justement par le marketing. Les mêmes profs. Vraiment, hein. Il y avait des profs en plus que j'avais là-bas, que j'ai eu là en cours à l'ISCOM, et là, c'est là que je me suis dit, putain, vraiment, c'est les mêmes écoles partout. Les quoi. profs qui te font, salut Cyril, en rentrant dans la classe. Mais quoi, mais je suis venu chercher quelque chose de nouveau ici. Non, mais vraiment, je crois que c'était en quatrième ou cinquième année, je sais plus, où j'arrive dans une classe et la prof elle me dit, je te connais toi. et c'est très bizarre de dire ça parce que tu dis bah non, normalement non, t'as pas le droit normalement de. Connais pas, il faut arrêter ça. C'est pas que t'as pas le droit, mais c'est que tu te dis t'as des profs un peu plus experts dans leur domaine, alors qu'en fait non, c'est les mêmes intervenants partout qui tournent entre plusieurs écoles quoi finalement. Mais moi j'étais très naïf à l'époque, je suis encore, mais j'étais très naïf et moi je pensais que ISCOM c'était la crème de la crème, tu vois. Et au final c'est la crème anglaise quoi, c'est vraiment ça n'a pas beaucoup bougé, c'est pas foufou. Je suis en train de me dire que ce soit toi ou toutes les personnes avec qui j'ai parlé de communication, on fait vraiment pas une bonne pub pour les écoles de communication à chaque fois. C'est sûr, mais par contre ce qui est fort c'est que tu te dis qu'on s'est tous fait avoir par ça parce que justement ils font une bonne com, tu vois. Et c'est là que tu te dis bon c'est quand même utile la com. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont bons dans ce qu'ils font et là on peut pas leur enlever ça et tu te dis c'est vrai que là-dessus c'est vrai que la com est quand même assez importante pour attirer des gens, etc. Le marketing également. Pour tout aujourd'hui. Et ça sert beaucoup. C'est juste en fait le seul problème c'est que économiquement il y a pas beaucoup de boîtes qui s'en sortent de façon très bien on va dire, même si dans l'économie il y a eu des hauts débats, mais nous on est plus dans un petit bas on va dire, un gros bas dans le bas du bas et en fait forcément le premier service ou le premier service où tu serres la ceinture c'est la com. Et en plus avec l'IA maintenant en fait pour gérer une boîte t'as besoin qu'une personne alors qu'avant t'en avais besoin de 3-4 et donc forcément tu perds tu fais un divisé par 4 le nombre de personnes, le nombre de postes disponibles. Par contre, le nombre de personnes dispo, il n'y a pas bougé, il y a toujours autant d'étudiants qui sortent de l'école diplômés, et finalement, t'es ultra bouché. Et c'est notre problème, c'est qu'on n'est pas arrivé au bon moment, par exemple. On serait arrivé 2-3 ans avant, je pense qu'on aurait vraiment eu du taf. On est arrivé juste après la course. Mais pour le coup, je pense que justement, le Covid, ça a vraiment accéléré ça aussi. Ouais. Parce que, comme tout le monde était enfermé chez lui, tout le monde a appris à communiquer avec les autres sur les réseaux, à créer des nouvelles manières d'échanger, machin et tout. Et toutes les boîtes, à ce moment-là, se sont dit, comment on fait pour communiquer avec nos clients à distance, quand chacun est chez soi, machin et tout. Donc ça nous a mis dans la sauce aussi. Enfin, à la fois, ça a créé des opportunités, mais on est peut-être arrivé trop tard pour saisir les opportunités. C'est-à-dire que le temps qu'on finisse nos études, nous, et qu'on recherche un taf, les tafs qui se sont créés avec le Covid, c'est bon, il y avait des gens qui étaient là, ils étaient bien contents de se frotter les mains et se dire j'ai trouvé un bon CDI en communication. C'est ça, en fait, il fallait arriver juste après le Covid. Je pense que c'était la dernière année où tu pouvais vraiment trouver un taf facilement, entre guillemets, mais dans la com et le marketing. Et en fait, à partir de 2021, l'année où on s'est connus, justement, 4e année, c'était déjà un peu trop tard, quoi. Là, et nous, on est sortis, fin 2022, c'était plus que trop tard, quoi. Ouais. Donc c'est ça le problème. Mais après, je regrette pas du tout les études que j'ai faites, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une petite dérive, mais finalement, je suis pas très loin du coup de la com et du marketing. J'en fais encore aujourd'hui, donc moi, ça me sert encore beaucoup. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir un peu relier mes études avec mon taf actuel. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. De toute façon, quand on reprend contact un peu avec les anciens de l'école, tu te rends compte que si la personne n'est pas au chômage parce qu'elle a plus son taf en com, c'est qu'elle a changé clairement de voie parce que c'est compliqué de trouver un taf. Sauf la crème de la crème, ou ceux qui ont un bon réseau, qui ont réussi à trouver facilement, mais sinon c'est vraiment compliqué. Et c'est quoi ton taf aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, alors c'est fou parce que je viens de cracher sur la com et tout, aujourd'hui je suis responsable marketing et communication. Oui, donc tu es totalement dans le cadre de tes études, tu as trouvé un taf qui correspond totalement à ce que tu... Ouais, plus orienté marketing quand même, mais franchement ouais. Après la communication aujourd'hui, c'est pas tellement de communiquer dont les gens ont besoin, c'est du faire du marketing, c'est de se vendre, tu vois. Oui. La communication, c'est le mot gentil pour dire comment je vends ma marque, comment je fais du marketing avec ma marque pour dire que venez acheter nos produits, venez consommer notre média, venez chez nous. Oui, non, de toute façon, c'est relié c'est intimement lié, marketing, communication. On va pas faire le cours, mais c'est sûr que c'est indissociable en fait, la com et le marketing. C'est juste que nous, par exemple, à l'ISCOM, on apprenait beaucoup à faire du visuel, à faire du community management finalement, tu vois.
on apprenait un peu moins le côté du marketing digital ou le côté stratégique, du SEO, SIA, etc. Tu vois, on a touché des doigts. Mais moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est fondamentalement chiant. Et franchement, moi, je trouve qu'on ne l'a pas bien vendu parce que c'est ultra intéressant. Il y a un côté stratégique de fou. Oui. C'est juste que nous, on nous a dit non, mais allez sur TikTok, vous allez voir si vous allez vous éclater. Alors que non, c'est pas que ça la com. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on est tombé dans cette facilité. Alors qu'il y avait tellement mieux à faire. Et je pense que les cours n'ont pas été bien orientés pour nous donner envie de faire ça. Moi, ça m'arrange parce qu'au final, j'ai dû trouver du taf dedans. Et je pense que si tout était orienté pour nous faire kiffer ça, aujourd'hui, j'en aurais peut-être pas. Oui, c'est ça. Donc, d'un côté, je remercie... C'est bien que ça ait dégoûté des gens pour que toi, ça t'ait permis de le découvrir plus tard et de kiffer après. Bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Et là-dessus, c'est sûr que ça m'a un peu arrangé parce que je pense que... Alors, peut-être pas toi, je sais pas, mais je pense que, tu vois, par exemple, dans notre classe, on était quoi, 30 Il y en a peut-être 10 qui kifferaient. Alors que fondamentalement, il y en avait 2 qui kiffaient quand on était dans la déjà, on était divisé en deux spécialités là, dans la classe. Et c'est vrai que leur cours me vendait pas du tout du rêve, mais je pense que c'est beaucoup plus utile ce qu'ils ont eux appris que nous. Parce que même si nous, on apprenait à faire des campagnes sur les réseaux sociaux et tout, t'apprends rien de transcendant sur le sujet, tu vois. Tu sais que bah oui, c'est plus logique. Enfin, il y a beaucoup de bon sens aussi. Ne serait que juste tu vas faire un tour sur Insta aujourd'hui par exemple, t'as que des vidéos. C'est très rare les gens qui postent des photos parce que les vidéos ça se regarde, tu restes plus dessus, ça fait des meilleurs chiffres, ça marche mieux, et tout quoi. Et le problème qu'on a eu aussi, c'est que les outils de création graphique se sont démocratisés de zinzin et que genre il y a 15 ans t'avais un mec qui avait Photoshop tous les 3 km à la ronde quoi. Et aujourd'hui t'en as un dans chaque pièce quoi. Et ou même tu vois, même avec Canva en fait qui est gratuit aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Et mais moi je trouve c'est trop bien parce que t'as pas besoin de payer pour avoir des outils graphiques qui sont hyper polyvalents. Après bien sûr pour faire vraiment un vrai taf de graphiste, des vrais visuels stylés machin et tout, là c'est bien d'avoir des compétences, d'avoir des logiciels et tout machin, mais pour la base, pour te faire connaître, tu vois, si ton taf c'est pas d'être une boîte moderne, si tu fais un truc tu vois, imaginons que tu vends des briques, tu vois, si tu vends des briques, ok c'est cool d'avoir des bons petits supports de communication, d'avoir quand même des belles images et tout machin, mais t'as pas besoin de faire des after movies, tu fais pas d'événements, tu fais pas de trucs, c'est en mode t'as ton client, tu lui vends des briques, tu construis des maisons et puis voilà, tu vois, et c'est tant que ton site il est fonctionnel, que ton truc marche bien, t'as pas besoin de maîtriser Photoshop, t'as pas besoin d'avoir un abonnement Photoshop, tu vois. Non, t'as absolument pas besoin, et c'est justement un peu le souci entre guillemets, c'est que nous on nous a formés sur les outils comme Photoshop, etc. Et en fait maintenant n'importe quel pélo avec Canva peut te faire des miracles, tu vois. Tu prends un Canva Pro, ça coûte 12 balles par mois, donc c'est genre 3 ou 4 fois moins cher que juste Photoshop, tu vois. Je prends même pas le pack avec tous les logiciels, c'est juste Photoshop. Juste Photoshop ou Premiere Pro. Et ça coûte 12 balles par mois et tu fais des dingueries avec ça. Et en fait, c'est ça qui a démocratisé la com à balles et qui a fait aussi donner raison à toutes les personnes qui disaient en fait, la com, c'est bidon. Et en fait, toutes ces personnes-là, quand tu disais non, c'est hyper dur, faut prendre en main les logiciels, maintenant ils te voient sur Canva, ils disent je fais pareil. Tu mens. Bah oui, tu mens. Et je n'ai pas fait d'études. Je suis médecin et je maîtrise mieux le logiciel. Mais oui, et genre même moi dans mon entreprise là, bon après c'est une PME donc moins de moyens, tu vois, mais on n'a pas de logiciel Adobe, je fais tout avec Canva et ça se passe très bien. Bon, le montage vidéo, je t'avoue, Premiere Pro me manque un peu. Ah oui, le montage vidéo, ça c'est... Le montage vidéo Canva c'est quelque chose, c'est quelque chose. Du coup t'essaies de prendre des autres trucs, genre du CapCut ou quoi, t'essaies de trouver d'autres logiciels de montage, mais bon, moi comme j'étais formé Premiere Pro, j'avoue que j'aimais bien, tu vois, les petites habitudes, tout ça. Mais t'apprends en fait à gérer d'autres outils, mais c'est sûr que Canva en fait il fait large le taf. Ouais, c'est très drôle aujourd'hui de voir je sais plus si t'as vu, il y avait eu une panne Canva là, un jour, il y a quelques mois. Et c'était hilarant parce que tout le monde a communiqué dessus. Et bah alors, Canva est down, il n'y a pas de visuel qui sort aujourd'hui. Et bah oui, ça s'est hyper démocratisé. C'est comme le jour où Insta tombe en panne, t'as l'air con quoi. Parce que tu dis, si c'est ton canal de diffusion de prédilection et qui s'arrête, là t'as l'air très con. Bah c'est ça. Et en plus, le fait que par exemple Canva soit down une journée, c'est chiant. Mais t'as encore l'IA à côté. Et ça qui est dingue en fait, c'est que maintenant tu demandes à Gemini
génère-moi une photo, genre par exemple demain je dis génère-moi une photo avec Baptiste sur la plage à LA, je l'ai ma photo, tu vois. On est jamais, moi j'ai jamais posé un pied sur le sol américain. Et on n'est pas potes, hein. Et on se connaît pas, mais j'ai la photo avec toi. Et c'est ça qui est dingue en fait, c'est que en fait tu prends une IA, même sans payer forcément pour cette IA là, tu peux avoir déjà des belles choses, tu vois. Et ça qui est dingue et en même temps un peu flippant pour certains, c'est que c'est tellement réaliste que maintenant tu ne saurais même plus faire la différence entre une photo générée par une IA de bonne qualité entre guillemets et une photo que tu as prise avec ton appareil photo. Typiquement tu galères à faire la différence. Avant tu le voyais, maintenant tu le vois de moins en moins et je pense que demain tu feras plus la différence du tout. Ouais. Non, mais c'est surtout que moi ce que je pense là-dessus, c'est que c'est un peu un cercle vicieux entre guillemets de toujours, enfin la technologie elle nous a toujours aidé de plus en plus dans des métiers dans les métiers du tertiaire, tu vois, et tout, et du coup de plus en plus t'as besoin de mecs sur le terrain derrière pour faire des vraies tâches ou quoi, tant qu'on n'est pas remplacé par des robots, tu vois, il y aura toujours besoin d'autant, si ce n'est plus d'agriculteurs ou de gens qui sont sur le terrain, d'ouvriers machin, parce que la machine ok elle est hyper bien paramétrée, elle va faire le taf tout seul, mais il faut quand même quelqu'un qui lui dise quoi faire, tu vois. Et typiquement c'est pareil pour les IA, aujourd'hui t'as des gens qui vendent leurs prompts, qui vendent leurs consignes aux IA pour dire bah voilà, si vous voulez un visuel comme ça facile, il faut que vous mettiez 10 pages d'instructions dans l'IA pour qu'elle te fasse un visuel qui ressemble à ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui faudrait ouvrir des écoles de prompteurs, quoi. Bah franchement je pense que ça pourrait bien marcher, hein. De toute façon tu le vois sur LinkedIn, je sais pas si tu y vas de temps en temps. J'y vais mais je reste jamais longtemps, parce que ça me... Je comprends, parce que tu vois moi j'y vais pour mon taf par exemple, LinkedIn. Ça me fait très vite souffrir. Ah non mais c'est une dinguerie, hein. Franchement LinkedIn c'est une dinguerie. Bon déjà c'est un réseau comme beaucoup d'autres réseaux assez hypocrite, oui. mais LinkedIn il y a cette on va dire, je sais pas, originalité, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait que en fait je trouve ça un monde à part. C'est très regarder les innovations technologiques, regarder l'IA par rapport aux autres réseaux, ce qui est logique parce que t'es forcément pour montrer que t'es à la pointe de la technologie. Et en fait, un mec qui fait des prompts comme tu dis là, je vois passer un post toutes les heures peut-être. Ouais. Mais c'est jamais le même mec, hein. Enfin, ça arrive que ce soit le même mec, mais c'est rarement le même mec et tu te dis, mais c'est une dinguerie comment ils ont déjà compris le fil et tu sens qu'en plus ils disent ouais voilà par exemple bah justement tu veux ce prompt là, enfin tu veux que c'était cette image là, c'est ça, commente et je te le mets en MP et tu vois le nombre de commentaires, tu te dis mais c'est une dinguerie comment ça marche quoi. Ouais. Et le gars il se fait sa com sur un post et mais c'est bon, c'est le roi du monde quoi. Mais c'est LinkedIn, j'ai beaucoup de c'est utile et des fois je vois des trucs bien, hein, mais en fait le problème que c'est que j'ai l'impression, ou peut-être que je suis pas les bonnes personnes ou je suis trop les mêmes personnes justement, mais que dès qu'il y a un sujet d'actualité, le moindre petit truc ou quoi machin où les gens peuvent parler, et bah tout le monde parle de la même chose. Ouais, c'est sûr. Et tout le monde, le visuel de base c'est le même, parce que si on parle d'une photo, on parle d'une vidéo, on parle d'un truc, on parle tu vois le truc et chacun met habiller le truc à sa sauce et te fait un carrousel pour t'expliquer que voilà. Mais vraiment et du coup quand je vais sur LinkedIn et que je tombe sur un truc comme ça et que pendant 50 posts tout le monde parle de la même chose machin, et en fait genre je coupe mon ordi, je regarde autour de moi et je fais putain mais là ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui ont chacun une communauté de genre je sais pas, il y a peut-être 1 million de personnes qui voient leur post à chacun, et là je me dis, je regarde autour de la pièce, je fais putain mais, et là tous ces gens là c'est un entre-soi de zinzin, et ils se like et tout, et je fais mais putain mais, et c'est tout le temps pareil, enfin c'est pareil partout, et sûr. Moi ça me terrifie de me dire mais, alors que si j'étais pas allé sur LinkedIn ce jour là j'aurais pas entendu parler de ce truc là. Par contre là pour avoir passé 5 minutes dessus, j'ai l'impression que tout le monde parle que de ça. C'est alors que c'est pas utile, tu vois. C'est les bons points et les mauvais points des réseaux, c'est que t'as l'info plus ou moins instantanément, mais en tout cas rapidement. T'as tout ce dont t'as besoin pour t'instruire entre guillemets en termes d'information. Mais par contre, une fois que tu l'as vu, une fois, 2 fois, 3 fois, l'algorithme il dit tiens, il aime bien ça. Et du coup, il va t'en proposer 40. Genre, moi j'ai un exemple, et je pense que t'as peut-être eu le même, le loup d'Intermarché, tu l'as vu une fois. Tu l'as vu une deuxième fois, tu te dis tiens c'est marrant, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois. Et en fait tu le vois tout le temps. Parce que tout le monde va, comme tu dis, a son mot à dire dessus. Tout le monde va mettre son petit grain de sel en disant ouais moi je suis pour, moi je suis contre, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ou ils l'ont fait parce que t'as toujours un angle différent, un angle technique, un angle émotionnel ou ce que tu veux. Et au final,
tu vas avoir, comme tu dis, 1 heure de ce putain de loup d'Intermarché, quoi. Terrible, hein. Et c'est une folie. Mais ouais, bah après, le problème, c'est justement ça, c'est les algorithmes et tout qui disent. Mais et par rapport à l'IA, je sais pas si t'avais vu, il y a une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Micode, qui a sorti une vidéo qui s'appelle La Fabrique à idiots, je crois. Et où il explique qu'en fait, le problème, c'est pas que les IA sont de plus en plus intelligentes, c'est que nous, du coup, on devient de plus en plus cons. Parce que, bah, typiquement, aujourd'hui, tu passes par ChatGPT, par Grok, par Gemini pour dès que t'as une question, tu vois. Bah ouais. Et en fait, c'est juste que du coup, le niveau des questions, il est de plus en plus pauvre. Ouais. Parce que, tu vois, mais même, moi, je me suis fait la remarque, pas plus tard que cette semaine, je voulais calculer un truc sur le devis pour faire des goodies, machin ou quoi. Je multiplie un truc, et genre, mais c'est pas un calcul très compliqué, tu vois. Et j'étais à 2 doigts de prendre ma calculatrice ou d'aller sur mon tel pour calculer ça. Alors que c'était, tu vois, genre 50 fois 25 ou un truc comme ça. Tu vois. Ouais, ok. Et t'es en mode, c'est pas trop compliqué, tu vois. Et bon, c'était un peu plus dur que ça. Mais voilà, mais c'était pour que vous ayez l'idée. Mais ça, on l'a tous fait. Mais tu vois, le truc de se dire, mais putain, mais vas-y, je suis pas si con. Genre, juste le truc avait l'air un peu compliqué sur le papier. J'étais en mode, je vais aller sur la calculatrice. Je me suis dit, non, vas-y, viens, tu te poses et t'essayes de connecter tes 4 neurones et de te dire, calcule-le de tête, ça va pas te prendre 1 minute, fais-le, s'il te plaît, tu vois. Ouais, je vois le genre. Et juste le fait de faire ce pas de côté, je me suis dit, ouais, faut pas que je devienne trop con quand même. Hein, ouais, mais en vrai, ça, tu vois, sur les maths, en tout cas, je sais pas si toi t'es bon en maths. Mais moi, je suis ce qu'on appelle une quiche Lorraine, tu vois, en mathématiques. Je suis nul à chier. La fameuse. La fameuse quiche Lorraine. Franchement, on se régale avec les lardons, la totale, hein, vraiment, comme tu veux, comme tu l'aimes. Et je me souviens, par exemple, même quand j'étais au lycée, quand t'étais en DS de maths et que t'avais un calcul bidon, vraiment, je te parle même pas d'une multiplication, je te parle d'une addition, tu vois. Genre un 2 plus 2. Tu sais que ça fait 4. Et tu prends quand même ta calculette et tu regardes et tu dis... Bah ouais, je le sais, mais t'as tellement pas confiance ou tu te dis, je sais pas, le moment de stress, j'en sais rien. Et pour les trucs comme ça, avec une responsabilité, on va dire, il y en a plein qui se réassurent avec, ils connaissent, ils l'ont noté, oui. Et après ils vont vérifier pour être sûr, parce qu'ils ont même pas cette confiance-là. C'est dur pour la confiance en soi. Mais il y en a plein des comme ça, et franchement, il y en a plein. Attends, 2 plus 2, je sais que ça fait 4, mais je serais plus rassuré quand même de savoir si... Bon, le 2 plus 2, j'ai abusé. Le directeur peut me le dire, Le 2 plus 2, j'ai abusé, mais genre, je sais pas, moi, un 16 plus 19... Tu connais Non, tu sais comment ça fait. Non, tu sais comment ça fait. Mais tu vas quand même regarder ça fait 67, quoi. Non, pas du tout. Mais ça faisait 80, t'étais pas si loin. Mais tu vas quand même regarder cette calculette, tu vois. Ouais. Genre moi, j'avoue que je le fais quand même assez souvent, ce côté-là. Et avec l'IA, c'est renforcé de fois 1000. Mais même nos parents, ils nous le disaient à l'époque. Enfin là, c'est fait très vieux réact ce que je veux dire, mais tu te souviens, à l'époque, nos parents disaient « Oui, avec Google, Wikipédia, vous avez tout. Oui, » alors que... Et eux, ils étaient sur le Vico à l'époque, tu vois. Pour préparer les exposés. Ouais. Et en fait, on cherchait quand même sur Google. Sur Wikipédia. Mais c'est très bien Wikipédia. Oui. Pourquoi on pourrait pas y aller ? Bah ouais. Et en fait, on cherchait quand même un peu, mais on allait quand même beaucoup sur Wikipédia. Et après, on cherchait un peu. Maintenant, t'as même plus besoin de faire ça. C'est en fait, t'as encore simplifié le truc qui était déjà très simple à l'époque. Et cette envie de chercher cette curiosité, bah on l'aura de moins en moins en fait. Ouais. Mais même ce truc de ce courage de chercher. Tu sais, se dire oui, ça va me prendre du temps. Enfin, et c'est cette impatience ou cette frustration que tu peux avoir parce que là, tout est tellement rapide, tellement simple, tellement facile avec l'IA et tout que tu peux Enfin, moi je me dis qu'il va y avoir une génération de gros frustrés, tu vois, qui... Ouais. Tu vois, c'est un peu le caprice d'enfant gâté qui, dès qu'il a pas ce qu'il veut tout de suite, il dit à ses parents on peut aller au McDo, ils disent non, il fait une crise dans la voiture, machin. Ah, c'est sûr. Il dit là, l'IA il va tellement habituer les enfants d'aujourd'hui ils ont une question, ils trouvent la réponse, que si un jour il y a un truc qui est pas instantané pour eux, ils vont dire c'est quoi ce... enfin... ça va pas. Il va y avoir ce côté d'impatience finalement, tu vois, que même nous déjà dans notre génération, on l'a déjà. Hein. Oui. Enfin, on est quand même... À chaque fois que tu demandes à quelqu'un son défaut, moi le premier, on va dire je suis impatient, parce que t'aimes pas attendre, t'aimes pas... Non, moi je suis perfectionniste. Tu veux tout avoir tout de suite. Oui, mais ça c'est pour les entretiens d'embauche. Mais personne dit perfectionniste, à part en entretien d'embauche. Mais par contre, on est tous plus ou moins impatients, à différents degrés, je trouve, et tu le vois un peu au quotidien. Même tes potes, tu vois, nos parents étaient beaucoup plus patients à l'époque, tu vois. Je parle même pas en relation, hein, je parle vraiment de tu veux un truc, tu le veux quasiment tout de suite. Oui. Genre je prends un exemple d'un pote qui une fois voulait commander un truc sur Amazon, je sais plus c'était quoi, un DVD ou un jeu vidéo, je sais plus. Et en fait, il va sur Amazon, il voit c'était genre 24 heures pour avoir le truc.
tu vois. Il s'est finalement un délai déjà très rapide. Bah ouais, c'est hyper rapide. Il s'est dit, nique sa mère, je prends ma voiture, je vais au Leclerc, je vais m'acheter mon truc. Ah oui, très bien. Tu vois, et pour aller plus vite, tu vois. Donc, je me dis, bon, bravo, il y a quand même l'effort de bouger, mais bon, après, il devait faire ses courses en même temps, donc bien joué. Mais non, bref, il va au Leclerc, il l'a pas, il s'est dit, mais c'est. Enfin, il a pété un câble parce qu'il y avait rupture de stock. Il s'est dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas rupture de stock et tout. Il était inscrit comme disponible sur le site. Mais ouais, et du coup, il l'a commandé, tu vois. Il l'a commandé pour l'avoir en 24 heures. Mais genre, je trouve que c'est une dinguerie cette impatience, alors qu'en vrai, c'était juste un. Je crois que c'était en plus, c'était un DVD. Tu dis le DVD, tu l'as une semaine après, c'est pas la mort. Les achats compulsifs de zinzin. Mais vraiment, tu sais, même un jeu vidéo, tu vois. Alors je comprends, je sais que toi t'es un peu jeu vidéo, on a pas mal de potes communs qui sont jeux vidéo. Si t'as pas le jeu le premier jour, selon le jeu évidemment, bah c'est pas grave, tu vois. Si c'est ton jeu préf que tu attends depuis des années, genre demain j'étais à 6, je l'ai pas le jour J, je suis pas bien. Ah mais ouais. Si, bah parce que tu sais, t'as envie de l'avoir le GTA 6. Mais si par exemple c'est un FIFA que chaque année tu l'as, si tu l'as pas jour 1, tu l'as jour 2, ça va. Ouais. Ça va, tu vas t'en remettre, tu vois. On a plus ce côté-là. Je peux attendre 3 mois pour avoir le jeu. Si j'ai attendu 2 ans déjà, ça oui, ira. après tu me diras GTA, vu la longévité de vie, oui, si je l'ai pas jour 1, j'abuse un peu. Ça. Mais le truc c'est que GTA 5 ça marche toujours bien. GTA 5 marche toujours bien en plus. Mais le truc c'est que ouais, on est moins patient et je trouve qu'on l'est de moins en moins et plus les générations avancent, moins on l'est. Donc je te rejoins un peu là-dessus. Ouais. J'avoue que la patience. C'est pour ça qu'en fait quand t'es vieux, t'es toujours un peu dur avec les jeunes, les enfants et tout, parce que petit à petit tout va plus vite machin. Donc toi en fait on a tous le seum. C'est ça d'être aigri en fait. Être aigri c'est avoir le seum que des plus jeunes que nous ont plus de facilité dans la vie parce que ils auront des problèmes ailleurs là, en fait. Donc juste ok, ça va plus vite quoi. En fait on va devenir les vieux cons de demain quoi. Ah bah, c'est ça que je suis en train de dire. Mais là, t'es déjà le vieux con pour ton petit cousin qui est en grande section. Hein, Enfin, non, t'es pas encore un vieux con parce qu'il a pas cette notion. Là, t'es encore un adulte stylé. Ouais. Mais dès qu'il va arriver au collège, lycée, là, il va dire ah putain, mais j'ai un cousin. Le vieux con. Le con. Oh, le vieux con, là. Il fait des blagues beaufs à table. Ah ouais, non, bah après, le tonton bof, il en faut toujours un dans la famille. Il est tellement pas déconstruit, cet enculé. Quoi. Ouais, bah après, c'est les valeurs de la génération qui bougent beaucoup, mais. C'est vrai que c'est ce côté-là qui m'inquiète un peu, moi. C'est le seul côté qui m'inquiète, tu vois. Chaque génération a ses défauts, ses qualités, il n'y a pas de souci. Mais ce défaut de l'impatience, le je veux tout de suite, j'ai pas envie de savoir ce que ça va donner plus tard, en fait. Tu vois, ouais, c'est ça, parce que je suis pas impatient de voir ce que ça va donner. Or, IA et tout, c'est aussi pour le côté relation sociale, tu vois. Genre, ouais. Enfin, moi, le premier, tu vois, c'est... Quand tu rencontres des gens, quand tu veux te faire des potes et tout, bah ça prend du temps. Tu peux pas devenir pote avec quelqu'un en 2 heures, tu vois. Sauf quand t'as 4 ans et que tu vois Dylan qui est assis à côté de toi le jour 1 et tu devenez meilleurs potes à la fin de la journée et vous allez plus vous quitter pendant 15 ans. Oui, c'est sûr. C'est la question. Mais je veux dire, là aujourd'hui, tu vois, tu peux tellement rencontrer des gens avec les réseaux et tout, machin, tu te dis comment tu fais pour avoir des potes, pour les garder, et même tu vois, il y a des gens... même tu vois les relations à distance, les gens ils discutent beaucoup par message et du coup ils interprètent beaucoup chaque message. Ouais, c'est dur ça. Et tu sais, ils sont en mode non mais là il me fait la gueule et tout, regarde son dernier message. Je suis en mode bah non, mais son dernier message il t'a juste dit oui. Ah mais il a pas mis d'emoji, il a pas mis de pour l'exclamation. Mais il a répondu oui. Tu lui as demandé tu lui as posé une question où il fallait répondre par oui ou non, il a répondu oui. Qu'est-ce que tu surinterprètes le truc de si tu te sens pas bien, appelle-le et dis-lui si ça va, il va dire oui et puis voilà, vous serez fixé, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais après ça c'est un truc genre qui me fait un peu pas tilter, mais c'est ce que je trouve assez paradoxal, c'est qu'on est dans une société qui accepte de plus en plus qui tolère, tu sais, on est en mode tolérance, on accepte de plus en plus les différences, que les gens soient ainsi, soient différents, pensent autrement, etc. Alors pas tous, hein. Et justement, globalement, globalement, tu vois, on tend vers ça et c'est une très très bonne chose. Et paradoxalement, quand on pense pas comme toi, ça tilte. Et ça, c'est un truc qui est hyper paradoxal parce qu'on est par exemple dans une valeur de tolérance, tu vois, de se dire bah si demain tu veux partir à l'étranger, tu pars à l'étranger. Si demain tu veux te convertir à telle religion, tu te convertis à telle religion. Si demain tu veux changer de sexe, tu changes de sexe, etc. etc. Enfin, tu peux mettre ça sur un peu n'importe quel domaine, sur n'importe quelle catégorie. Tu n'as aucune limite. Ouais, voilà, mais on est quand même sur ces valeurs de tolérance-là. Et franchement, tant mieux de fou. Et en même temps, paradoxalement, si demain il y a un mec qui va dire justement... bah t'as pas mis d'émojis, faut que tu mettes des émojis, tu vois. Enfin il y a un côté tu dois faire comme dans mon sens parce que moi j'ai le bon sens, tu vois. On s'écoute plus trop. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, bah t'as enfin c'est ce truc de j'ai l'impression que
à la fois, c'est toujours les extrêmes de tout qui font le plus de bruit, tu vois. T'as des gens qui vont être hyper tolérants, hyper déconstruits, hyper ouverts, machin et tout, et à l'opposé, tu vas être des gens qui vont être hyper fermés, machin et tout, et on va entendre parler que de ces deux camps là, tu vois. Bah ouais. Alors que comme tu dis, je pense qu'il y a quand même ce truc positif de la société est quand même de plus en plus ouverte et tolérante au global. C'est juste que voilà, t'as toujours les connards hyper fermés d'esprit qui sont d'autres qu'on entend de fou, et les connards trop ouverts d'esprit qu'on entend trop aussi, tu vois. C'est tout le monde est au milieu, et la majorité silencieuse là qui est en mode c'est ça. Nous ça nous dérange pas hein. C'est ça en fait. Mais c'est on va pas hurler sur les toits, on n'est pas dérangés. Mais c'est ça, c'est qu'en fait t'as des gens qui veulent imposer tellement leur vision que au final même pour les tolérants, il y en a qui imposent tellement de vision de tolérance, on accepte tout, que si toi, il y a un truc que tu n'acceptes pas, on va te tomber dessus, tu vois. Et il y a des moments où je me dis, faites un débat, vous allez voir, peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente, ou peut-être que vous allez faire comprendre chacun le point de vue de l'autre, ce qui est quand même hyper important dans une société de tolérance, tu vois, de ouvrir le débat et de pouvoir échanger sur des sujets. On peut pas être d'accord sur tout, c'est impossible. Ça peut se parler aujourd'hui. C'est ça, c'est le grand danger, ça. Le débat aujourd'hui... Enfin là, pour avoir suivi un peu les élections municipales en France, je sais pas pourquoi je sais pourquoi, je regardais le débrief de la soirée des élections, il y a des gars qui sont sur un plateau, et puis comme à chaque putain de cliché de débat politique, les mecs s'embrouillent, et se coupent la parole, et se laissent pas parler, machin. Ok, ils disent tous globalement des conneries, parce qu'ils veulent se faire, ils extrapolent, machin et tout, ils veulent créer la séquence buzz pour qu'on parle d'eux en bien sur les réseaux, machin et tout. Mais je me dis, putain, mais des fois, tu vois, même, il y a un mec, je suis pas d'accord avec ses idées, je l'entends parler, et je dis, ok, je suis pas d'accord, mais je vais le laisser présenter ses propos, et après, c'est ça de débattre, c'est le mec s'exprime, toi tu lui réponds et tout, mais c'est pas le mec commence à s'exprimer, t'es pas d'accord avec sa première idée, tu le coupes pour dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, vous êtes une grosse merde. Mais ça, ce n'est pas le débat, ça. C'est horrible. Et puis l'autre qui est pas content, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle plus fort, mais du coup l'autre il dit ok, moi je parle plus fort, et en fait c'est pas possible. Et là, le pauvre animateur du débat politique qui est au milieu, là, qui fait s'il vous plaît, tout le temps. S'il vous plaît, calmez-vous. Mais en fait, c'est toujours pareil. Et c'est ça dans la. Mais en fait, tu peux mettre ça dans n'importe quelle catégorie, que ça soit la politique, que ça soit même le sport, que ça soit les relations même amicales. Tu vois, il y a des moments où les gens ils veulent. Tu dois penser comme moi. Non, désolé, si la personne elle est pas comme toi, elle est pas comme toi. Et c'est largement ok. Elle a le droit de pas être comme toi. Et en fait, ça, on l'a trop vite oublié, je trouve. Mais après, comme tu dis, c'est souvent des minorités qui poussent à choisir un camp, alors que en vrai c'est pour ça que c'est important de privilégier l'écoute quand même, et de rester ouvert d'esprit, et juste de discuter avec les gens, et pas de commencer à se mettre sur la gueule pour X ou Y raison. Enfin je sais pas, tu vois, les animaux font ça. on est censé ne plus être des animaux, donc voilà, on est censé avoir développé l'art de discuter et de parler, comme par exemple pour faire ce podcast. C'est vrai. Pour éviter d'avoir juste à se taper dessus pour communiquer, quoi. C'est fou quand même. Donc ouais. Et alors on a beaucoup digressé. On est pas mal parti. Mais c'était très sympa. Mais tout à l'heure tu disais donc tu parlais de ton parcours de communicant sportif. T'as jamais voulu être sportif professionnel ? Alors, parce que comme si tout enfant fan d'un sport. Tu m'as dit, je cite, que ta passion c'était le sport. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit je vais essayer de devenir sportif pro dans ce domaine-là ? Non, en vrai j'ai toujours adoré le sport. J'ai toujours eu ce petit rêve d'enfant, comme beaucoup de personnes qui sont fans. Moi c'est le foot, tu vois, comme beaucoup de personnes sont fans de foot ou d'autres sports, d'être professionnel. Mais en soi, j'ai vite compris que j'avais pas le niveau. Genre, franchement, je suis nul à chier, quoi, faut le dire. Non, mais en vrai, sans être J'adore vraiment... le foot, hein, mais je suis nul. Je suis vraiment nul. Non, mais sans être nul à chier vraiment au foot, genre professionnel, c'est un autre monde, tu vois, c'est vraiment un autre niveau. C'est qu'en fait, en plus, dans les sports maintenant, au-delà d'être bon dans ton sport, t'es un athlète, tu vois, de haut niveau. C'est-à-dire que demain, un footballeur, alors je prends l'exemple extrême de fou, mais je veux dire Cristiano Ronaldo, demain, il pourrait faire de l'athlétisme. Ça me choquerait pas, tu vois, bon, peut-être plus à 40 ans, mais à son prime, comme on dit dans le milieu, à 30 piges, tu le mets dans l'athlétisme, il se démerde en vrai, hein. Il fera pas les records forcément, faut pas abuser, mais il se démerde, tu vois, parce que c'est un vrai athlète. Tu mets Zidane dans l'athlétisme dans les années 90-2000,
même tout Zidane qu'il est, il se démerde moins, après, tu vois. Ronaldo, c'est un cas particulier quand même. Le Oui, mec bien a sûr. une Même tu prends discipline. même l'autre Ronaldo, tu vois, le Brésilien, qui est quand même oui. assez connu, parce que là, je prends des personnes connues, si des gens qui écoutent ne sont pas dans le Mbappé foot. au 100 mètres, performant. Mbappé au 100 mètres, en vrai. Une dinguerie. Bah voilà. oui. Et en fait, c'est des athlètes. Quand il court face à l'Argentine Non, mais c'est en vrai. 2018 C'est vrai. et qui court avec le ballon, il va très très vite quand même. Le mec, il court à plus de 30 km/h, c'est-à-dire qu'il là, il va en ville, il se fait flasher, tu vois, le gars. Enfin, faut qu'on remette dans le contexte un peu le délire. Les radars là, à 30. Les radars à 30, il le flash, le gars. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou que en fait, ce soit vraiment un autre monde, en fait. Genre, pour avoir joué contre des footballeurs qui sont semi-pro, même pas pro, tu vois déjà le monde d'écart, en fait. Tu vois déjà ils sautent plus haut, ils courent plus vite, ils font tout plus, ils font tout plus. Toi, le réchauffement, c'est toi quand t'es à fond, en fait. Oui, c'est ça qui est une folie. Et ils sont que semi-pro. Alors tu te dis, les professionnels qui performent devant les caméras tous les jours, franchement, tu comprends vite que c'est un rêve. Et si j'avais pu, franchement, j'y serais allé à fond, corps et âme. Mais c'est compliqué. Et puis après, à côté, c'est aussi un milieu un peu de requin, tu vois. Encore plus le foot que les autres sports, où les places sont tellement chères qu'il n'y a pas ce côté je vais t'aider à monter. Non, c'est chacun pour sa peau. Si je peux prendre la place du coéquipier qui est blessé, je l'adore, mon pote, mais je prends sa place, tu vois. C'est un peu ce côté-là, malheureusement. Ouais, c'est ça qui, avec les réseaux et tout, genre, je trouve que t'as cette proximité qui, enfin, tu vois, moi, je regarde beaucoup de trucs de course à pied, de trail, machin et tout. Genre, encore hier soir, j'ai regardé une vidéo sur un mec qui fait de la course à pied. Et j'étais en mode putain, mais j'ai envie d'aller courir. J'étais là, j'ai oublié que j'avais mal aux cuisses et que voilà, j'avais pas bien couru hier. J'étais en mode, mais je veux devenir sportif professionnel en fait. Parce que c'est aussi des créateurs de contenu maintenant, comme tu dis, qui créent qui rendent accessible leur sport. Et qui te disent oui, ça a l'air facile eux parce que ils rigolent en vidéo machin et tout. Tu dis je pourrais faire pareil, alors qu'en fait c'est juste que tu pourrais, je pense que pas du tout. Ça dépend les sports, mais tu peux devenir, enfin je trouve que le sport est plus accessible aujourd'hui qu'avant, dans le sens où t'as moins besoin de, enfin c'est plus transparent. Et tu vois, même la prépa des athlètes machin et tout, elle est plus transparente. C'est à dire que si demain tu quittes ton taf, tu sais quelle est la routine à faire, quels sont les exos à faire, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir un sportif pro. C'est vrai. Et genre tu peux le faire, ça va être hyper compliqué et ça dépend des sports, mais il y a des sports pour lesquels c'est trop tard aussi. Mais tu vois, tu peux avoir la même discipline, tu peux avoir le même rythme de vie qu'un sportif pro aujourd'hui. Enfin, ça dépend lesquels, tu vois. Tu peux pas avoir la discipline, tu peux pas avoir le rythme de vie de Kylian Mbappé demain matin. Non, mais tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de sports aujourd'hui où tu peux avoir le même rythme de te lever, d'aller t'entraîner. Tu peux avoir le même rythme. Tu n'auras pas les mêmes performances. C'est ça. Mais tu peux avoir le même rythme et le même truc machin, et tu peux te mettre dans un moule. Et après, bien sûr, le sport comme tout autre business, c'est un truc de faire les bons accords, les bons partenariats, les bons trucs machin pour arriver au top niveau. Mais je trouve que c'est devenu plus accessible aussi, et je sais pas, moi j'ai encore ce rêve que peut-être si un jour je me dis ok, je passe le pas, je quitte mon taf machin et tout, je peux devenir sportif pro. C'est tout le mal que je te souhaite, j'ai envie de te dire, si tu veux le faire. Mais pour moi, c'est compliqué. C'est un truc. Dans le trail et tout, il y a des gens qui performent plus vieux aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas comme le foot où là, oui, une fois que t'as passé 30 ans, t'as passé ton prime et c'est fini. Et c'est fini, quoi. Tu déclines petit à petit, quoi. Oui, c'est un peu l'idée, ouais. Non, mais en vrai, je suis d'accord. Le côté, la routine, tu la vois, transparente, etc. Tu te renseignes plus facilement, c'est beaucoup plus médiatisé, bien sûr. Mais c'est aussi le danger, le fait que comme t'en vois plus et que c'est plus médiatisé et que t'es au courant de tous les temps, etc., ça devient banal. En fait, on banalise des trucs qui sont immenses, tu vois. Et en fait, c'est tellement banalisé que maintenant on se dit moi aussi je peux le faire. Non, mec, non, Didier, t'es dans ton fauteuil, tu manges une pizza là, mec, tu vas pas le faire. Là, on boit des bières. Non, tu vas pas y arriver. En fait, il y a le don, parce qu'il y en a qui sont là avec un don, je sais pas, d'endurance, de détente, genre il y en a qui nagent comme des dauphins à 5 ans, tu peux t'entraîner 10 ans, t'auras pas leur niveau, c'est parce que c'est un don, c'est comme ça. T'en as qui ont un physique qui fait que c'est aussi, tu vois, on est doté de différents atouts, différentes armes. Il y en a qui ont réussi à les développer pour devenir pro et qui surperforment dans leur domaine grâce à ça, tu vois. Bien sûr qu'on peut, je pense, devenir pro si t'as déjà des bonnes propositions et que t'as, comme tu dis, la bonne routine, etc.
mais tu auras toujours ce côté, déjà chance, parce que pas de blessure, parce que les bons contacts au bon moment, etc. Et puis le côté prédisposition naturelle, en fait. Et finalement, on peut pas lutter contre ça. Moi, par exemple, le foot, je sais très bien que j'ai grandi d'un coup, problème de croissance que tu veux, même si j'étais monstrueux, j'aurais même pas réussi à passer des tests parce que la croissance m'aurait dit c'est ciao, c'est comme ça. Mais vous êtes trop grand, monsieur, pour être footballeur. Mais comment ça? C'est même pas trop grand, c'est qu'en fait, tu sais, quand t'as des problèmes de croissance, que tu grandis vite, tout ne se développe pas à la même vitesse. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une endurance qui, pour mon âge, était vraiment pas mal. Et maintenant, j'ai une endurance zéro parce que en fait, mes poumons m'ont dit. Mes poumons n'ont pas suivi la croissance. Mais ouais, mes poumons m'ont dit on va prendre notre temps pour prendre la croissance, sauf que le temps qu'ils arrivent à être assez bons pour ma taille, c'est tout quoi. Enfin, j'avais déjà perdu tellement d'endurance que pour reprendre. Et en plus, c'est pas toi que j'ai la prendre, mais l'endurance, c'est un truc que tu perds assez vite et que tu reprends pas forcément aussi vite que tu l'as perdu. Ah, je trouve que c'est. Oui, sinon t'as raison, je suis d'accord. Non, mais tu peux contredire, y a pas de souci. Peut-être que, mais non, mais je suis d'accord. Mais je suis aussi d'accord sur ce truc de la banalisation des performances de zinzin. Bah ouais. Et ça c'est très dur parce que typiquement, moi si je scrolle un peu sur Insta et que je vois des trucs de running, j'ai l'impression que si tu fais pas un marathon en moins de 3 heures, c'est ça. t'es pas un vrai coureur quoi. Et je suis en mode, putain, mais moi je me pète le cul à aller courir 40 bandes par semaine, à faire 4 sorties, machin et tout. Et je ferai jamais un marathon en moins de 3 heures quoi. Là c'est pas. C'est le problème, c'est qu'en fait on voit tout le temps. C'est normal, hein, c'est les réseaux, mais tu vas montrer le meilleur côté, le meilleur prisme. Mais forcément, le mec qui va à la salle tous les jours, qui a un physique de je sais pas, de Statham ou de qui tu veux, qui est ultra stock, qui s'appelle limite c'est The Rock le gars, ouais, tu vas avoir que des mecs comme ça, parce que le mec qui assume pas son corps, qui est normal entre guillemets, qui est un peu bouffi, lui il va peut-être moins se montrer, et donc tu vas avoir que des physiques comme ça esthétiques de fou. Ça marche pour les mecs, ça marche pour les meufs pareil. Et tu vas aussi voir par exemple dans le sport les performances. Le mec il va forcément mettre son Strava à moins de 5 minutes le kilomètre, mais celui qui en a fait 7,30 il va pas forcément le mettre sur Insta. Non mais c'était une endurance fondamentale, hein. Ouais, promis, mais en j'ai fait, pas forcé là, ils le mettent pas forcément, tu vois, et forcément, qui plus est, les personnes que tu suis sont les personnes qui sont dans les meilleures dans leur domaine, et de fil en aiguille, tu vas forcément regarder en disant, ok, moins de 5, je le fais demain. Ouais. Que nenni. Moi, j'avais vu ce truc sur Strava, c'était t'es toujours le plus nul des gens que tu suis. Et c'est que t'es en mode du coup et tu te rends pas, enfin, où tu ne vois que les gens qui sont meilleurs que toi dans les gens que tu suis. Ouais, ok. Alors du coup moi tous les gens, enfin les 3-4 gens à qui je mets des coups de sur Strava, ils sont là, ils courent plus vite que moi, ils courent plus longtemps que moi, machin et tout. Et alors qu'en vrai, quand tu vas en soirée et que tu parles avec des gens et tout, tu te dis en fait je fais partie des meilleurs quoi, alors que quoi, toi quand t'es là sur ton réseau à te dire bon il a été meilleur, lui aussi, mais tu sais ce truc de cercle, je sais plus comment on appelait ça, des bulles, on avait j'avais eu un cours de sciences politiques là-dessus où c'était des bulles de, je sais plus comment on appelle ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu des cercles de toi dans ton cercle de gens tu vas voir que des gens qui sont plus forts que toi, alors que et toi tu vas aussi être dans le cercle de quelqu'un, mais qui, pour lui, tu vas être la superstar du truc, parce que c'est le meilleur, tu vois, c'est sa meilleure référence. Et on s'enferme dans des chiffres, dans des tunnels de performance, un truc comme ça. Et du coup, on voit que ce qu'on veut voir, quoi. Ouais, parce qu'on se compare tout le temps aux autres, et en fait, c'est humain d'un côté de se comparer, tu vois, on se compare tous. Mais c'est un piège de fou, parce que comme tu te compares à la personne qui est meilleure, tu te dis, je suis qu'une merde. Alors que non, t'es super chaud. Même si tu le fais en 7,30 ton kilomètre, tu fais 7 minutes 30 le kilomètre, c'est très bien déjà. Franchement, c'est très bien. Déjà, t'es allé courir. Et en fait, même ça, on banalise. Une personne va courir, y en a qui courent pas du tout. Oui, c'est ça. Et en fait, ça, on juge déjà la personne, elle a couru moins vite que toi, mais elle a déjà couru en fait. C'est déjà pas mal. Même si elle a fait 1 ou 2 km et toi, t'en as fait 25, très bien, toi, t'es très chaud. Y a pas de souci, c'est pas le débat. Faut encourager aussi les personnes qui démarrent. Puis il y en a qui démarrent tard aussi, parce que ils prennent conscience que le sport, ça peut être bon pour la santé. Moi, j'ai un pote qui a démarré à courir là, il y a 2 ans, donc il a commencé à courir à 27 ans. Tu te dis, à 27 ans, tu vas pas faire du 5 minutes de kilomètre, c'est normal. Mais par contre, il a des objectifs, et en fait, le fait d'avoir ces objectifs-là, il monte. Et il n'y a pas besoin de se comparer aux gens, tu vois. Et je trouve ça très bien, tu vois. Et je trouve ça très très beau, parce qu'il n'est pas tombé dans le piège de je me compare, je me rabaisse et j'abandonne, tu vois. Il s'est dit, c'est moi, c'est mes performances. Et après, il était bien entouré, on l'a tous encouragé aussi, mais c'est déjà pas mal. De toute façon, la seule personne à qui il faut se comparer, c'est soi-même. Hein. C'est se dire,
Bah hier j'ai pas couru, aujourd'hui j'ai couru, voilà. Je suis une meilleure personne qu'hier. Moi, à chaque fois que je cours, et même si ça se passe pas bien, ou je suis pas en forme, ou je suis en mode, putain, j'aurais dû rester chez moi, enfin, c'était une erreur. À chaque fois, je me dis, oui, mais tu vois, là, ce que t'as fait là, c'était peut-être pas bien, mais c'est toujours mieux que si t'étais resté assis dans ton canapé, en train de jouer à la Play, tu vois. Je suis totalement d'accord. Après, t'as le droit de jouer à la Play sur ton canapé, bien sûr. Non, mais c'est juste pour relativiser sur l'effort que tu viens de faire, sûr, mais totalement. Tu sais, t'es là, ça se passe pas bien et tout, t'es en mode, je suis une merde. Tu vois, bah ouais, mais t'es peut-être une merde, mais t'es moins une merde que la version de toi-même qui est restée assise dans son canapé. Ouais. Bah bien sûr, puis même il y a des moments, tu sais, genre, t'as pas l'énergie. T'avais prévu de faire ta petite séance de sport ou quoi, ou prévu de faire n'importe quoi, parce qu'on parle de sport, mais ça peut être autre chose, tu vois. Mais t'as pas l'énergie, t'y vas, mais t'en fais moins que ce que t'avais prévu. Bah c'est déjà bien, t'as fait l'effort et tu t'en as fait, tu vois. Genre, si je reprends au sport, tu fais 20 minutes de footing au lieu de tes 40 minutes ou tes 1 heure que t'avais prévu, bah t'as déjà fait 20 minutes, c'est mieux que rien. Alors ouais, t'as pas fait ce que tu voulais, mais après il y a le contexte aussi, on n'a jamais tout le temps la même énergie, la même fraîcheur, entre guillemets, que ce soit physique ou moral, physique ou moral ou psychologique. Physique ou moral, les termes sont bien dit. Oui, les termes sont bien dit, c'est bien choisi, je fais de la com, je te l'ai dit ou pas. Et non, je trouve que c'est déjà un bel effort de se faire violence sur certains sujets, tu vois, et que ça soit le sport, même le taf, hein, ça peut être, ou même des relations ou des moments où tu te dis, ah vas-y, il se passe un truc, j'ai pas envie d'en parler et tout, mais tu te fais violence, tu vas en parler, même si t'en as pas parlé au bout, t'es pas allé au bout du sujet avec la personne, bah t'as déjà fait cette première démarche et ce premier step en avant, et quoi qu'il arrive, c'est bien, tu vois. Il faut aussi faut pas toujours voir le côté négatif, mais il faut voir le positif, tu vois. C'est hyper important. Et toi, aujourd'hui, tu fais beaucoup de musculation. Ouais. Est-ce que... Ouais, si, tu fais beaucoup. Oui. Tu vas plusieurs fois par semaine. Ouais. Est-ce que... pourquoi la musculation ? Est-ce que tu as un objectif avec la musculation ? Comment t'es tombé dans la musculation ? Ouais, alors, tu sais qu'à la base, j'ai plein de potes autour de moi qui s'y sont mis parce que il y a eu la grosse hype qui est toujours d'actualité d'ailleurs, où on va à la muscu, tu vois. Et en fait, moi j'avais toujours dit, j'irais pas. Ouais, les go muscu un peu. Et en fait, moi je dis, j'irais pas et tout, c'est pas pour moi. Mais moi, il faut savoir que je suis très, très sec, très, très fit. Enfin, pas fit justement, mais très sec, très fin, très mince. Et j'ai dit non, j'irai pas. Et au fur et à mesure, je me suis dit, au foot, je me fais quand même bouger facilement, tu vois. Tu sais, quand tu fais quasiment 2 mètres. Je me fais chahuter. Non, mais quand tu fais quasiment 2 mètres et que t'es taillé comme une allumette, bah ouais, tu te fais bouger plus facilement. Et puis, des moments, je portais des trucs, tu vois, des déménagements et tout, et je dis, putain, ça, je galère à le porter. Enfin, c'est horrible, tu vois, cette sensation de je suis faible, en fait. Vraiment, cette sensation-là. Ouais. Et du coup, je me suis mis à la salle avec des potes, justement, quasiment mes meilleurs potes, où je me suis dit, je vais gagner en force. Et l'objectif, c'est pas le physique. J'en ai rien à foutre, moi, d'avoir des pecs saillants et des abdos sur mes abdos, ça je m'en fous. Moi ce que je veux... Et des abdos. Ouais, que mes biceps et des biceps, non je m'en fous ça. C'est ça. Moi ce que je veux c'est gagner en force, tu vois. Et en fait, au début j'étais nul à chier, comme tout le monde quand on commence à la salle. Et à force de persévérance, parce que faut pas se mentir, les 2-3 premières semaines, voire même le premier mois, tu passes par un bon moment quoi. T'as des courbatures de partout, t'es là, tu vois que tu fais des poids de merde, tes potes ils font des poids de fou, enfin tu te dis... chiant en fait, c'est pas motivant, mais la progression elle arrive justement petit à petit, et puis j'y ai pris goût, et puis au fur et à mesure j'ai continué, et puis moi j'essaie de maintenir justement ce côté je peux avoir de la force pour porter des trucs, justement le projet travaux ça va me servir, tu vois. Et moi de temps en temps j'ai de mes potes quand ils font leurs travaux, et je me vois par exemple je porte des sacs de ciment, de sable mélangé ou de ciment. T'as pas l'air de les aider souvent. Non, si, en fait il y a plusieurs trucs, mais en gros on va prendre du sable, et je prends le sac 35 kg, ça va, tu vois. Alors qu'avant 35 kg, je le portais même pas ton sac en fait. Non, mais moi je vais plutôt prendre le râteau là, hein. Ouais. Je vais ramener le râteau sur non, le mais chantier. c'est ça qui est horrible, c'est qu'avant je portais des petits trucs, et en fait maintenant je peux porter les trucs aussi lourds que les personnes qui portent des trucs lourds de base, tu vois. Genre on connaît tous des gens qui sont un peu des forces de la nature, qui portent des trucs ultra lourds sans faire d'efforts parce qu'ils sont nés comme ça, c'est bâtard. Et moi j'ai dû travailler pour arriver à ce moment-là, tu vois, travailler sur mon corps, et aujourd'hui j'en suis plutôt fier de pouvoir faire ça. Le physique c'est vraiment secondaire, sauf le ventre, je suis pas très fan d'avoir un gros ventre. Le vide à bière j'essaie d'éviter, mais à part ça franchement je m'en fous d'avoir des pecs, de pas de pecs, des épaules, pas d'épaules. Après ça pour le coup, le bide à bière, j'ai l'impression que il suffit de faire quelques abdos
Et ça passe, non? Tu vas pas te faire des amis quand tu dis non, ça. Tu te fais pas d'amis quand tu dis ça. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que à chaque fois que, je sais pas, je complexe un peu sur mon bide ou quoi, et je suis en mode, ok, faut que je fasse des abdos, et que je fais des abdos, genre j'en fais pas beaucoup, parce que tu sais, c'est des pics de motivation, où quand tu dis, ok, ce soir, je rentre chez moi, je fais des abdos et tout, t'en fais, puis après je fais en mode, ouais, ça va, ça marche, hein. Et puis après j'en fais plus pendant. Mais tu sais, mais j'ai l'impression que c'est un muscle. Enfin, tu sais, j'avais vu ce truc passer aussi où on disait les abdos, c'est pas un vrai muscle. Enfin, tu sais, c'est un truc d'apparence où. Genre, c'est pas parce que t'as un six-pack que t'es musclé du bide, tu sais. Ok. Et que, en gros, le truc, c'était. C'est pas un muscle naturel d'avoir. Enfin, avoir des abdos, c'est pas naturel. Genre, si t'as un six-pack, c'est pas naturel. C'est pas genre comme avoir des biceps que tu peux travailler, machin et tout. Et par contre, du coup, dès que tu travailles ces abdos, moi j'ai l'impression que ça brûle directement et que ça fond très vite, tu vois. Et que si t'es un peu régulier, machin, je pense que. Bon, après, si tu bois pas 4 litres de bière tous les soirs non plus, tu vois, faut faire les efforts des deux côtés. Mais j'ai l'impression en tout cas que si tu te mets à faire des abdos, bah tu vas vite voir des résultats. Si t'es régulier, enfin c'est un peu comme tout de toute façon. Si t'es régulier dans ta pratique sportive sur un truc, tu vas vite voir des résultats. Je suis plutôt d'accord, mais je pense que tu vas vraiment pas te faire des amis avec cette phrase-là, parce que en vrai, t'as peut-être. Et j'embrasse tous mes bides à bière. Non, mais vraiment, en fait, c'est soit t'as cet effet psychologique de dire j'ai fait des abdos, et du coup, dans ta tête, tu dis c'est bon, et en fait, dans le miroir, tu fais, alors que t'as pas tant bougé que ça. Soit t'as juste un métabolisme de chien, et dans ce cas-là, il y a plein de gens qui sont en train de te cracher dessus actuellement. C'est pas. Je trouve que les abdos, c'est pas facile. Parce que nous, franchement, on est plutôt secs tous les deux, donc on n'a pas ce problème de se dire j'ai un bide à bière, je me sens gros, j'ai des poignées d'amour, machin. Sauf que t'as des gens qui sont techniquement, on va dire, pour eux, en tout cas, en surpoids, même si c'est pas forcément le cas, mais qui se disent putain, j'ai des kilos à perdre. Et eux, tu peux te dire qu'ils galèrent à aller perdre leurs kilos parce qu'en fait, bah. C'est moins naturel de ce sport-là, le métabolisme fait que, et puis après, l'alimentation, ça joue énormément dans le sport, et si tu manges pas bien, ou si t'aimes bien sortir dans les bars le week-end, voire le jeudi soir, ouais, ça va pas t'aider, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est plus long. Mais toi, comme tu bois peut-être aussi moins d'alcool, que tu manges plutôt sainement et tout, en 3 entraînements, tu te dis c'est ok, alors qu'en vrai... Mais sur le truc de l'alimentation, t'as le... Moi, je sais pas. À un moment, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire des efforts sur la bouffe. C'est impossible. Trop dur. Enfin, genre, tu peux te dire, oui, enfin, ou même quand t'es chez toi le soir, machin, mais je veux dire, il y a tellement. La bouffe, c'est tellement un point central dans ta vie, il y a tellement de trucs qui tournent autour de toi, tu vois, enfin, on aime bien manger avec des gens, t'aimes bien partager, ramener des petits déj au taf, t'aimes bien, quand tu sors, t'aimes bien manger un truc aussi, parce que tu peux pas que boire quand tu sors, tu vois. Tu pars en vacances, tu te fais plaisir, et je trouve que quand tu dois faire des efforts sur ton alimentation, enfin, à un moment, j'ai essayé de les faire, et j'étais en mode, mais c'est trop dur. Genre, même enfin tu vois, si tu vas au resto avec des potes, tu vas pas juste prendre une entrée ou une petite soupe si à côté ils mangent, tu vois, enfin je trouve et même au quotidien c'est trop dur parce que quand tu te restreins en plus, c'est pas agréable. T'es frustré, t'as l'impression d'avoir faim en fait, d'avoir tout le temps faim. Même tu vois, tu manges, tu sais, aujourd'hui t'as les plats où tu manges pas beaucoup et t'as tous les apports qu'il faut, machin et tout, mais genre tu manges ça, bah t'as quand même le sentiment de pas manger, alors que t'as tout ce qu'il faut, hein, mais juste psychologiquement. Non, je suis d'accord. Et tu craques sur un carré de chocolat, sur un truc à côté et tout. Et donc pour moi l'alimentation c'est vraiment le truc le plus dur à changer. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me dis, je fais beaucoup de sport à côté pour me dire, j'arriverai pas à faire des efforts de l'alimentation. Du coup je me dis, ok, j'évite de culpabiliser en me disant, ça va, j'ai fait pas mal de sport cette semaine, c'est rentable, je peux continuer là-dessus, y a pas de souci. Bah franchement, on est pareil là-dessus, moi j'ai vraiment la même vision. La bouffe, ceux qui y arrivent, je les respecte, mais c'est mes héros, hein. Franchement, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire du sport je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine plutôt que de manger bien toute la semaine. Pour moi, c'est, enfin, tu sais, le plaisir de manger. Et souvent, en plus, ce qui est chiant, c'est que les trucs qu'on aime le plus, c'est souvent pas les meilleurs trucs pour nous, tu vois. Et franchement, je respecte de fou. Mais par contre, on m'avait appris, justement, un pote qui était en surpoids, qui a perdu à balle de kilos en faisant un gros régime, que en fait, ton estomac, il s'adapte en fait à ta quantité. Donc au début tu souffres et c'est ça qui est hyper dur parce qu'ils arrivent à tenir et ça bravo. Oui, c'est ça. Et après ça s'adapte. Après par contre le goût, bah si soit t'es un bon cuistot soit t'es une merde, il y a pas de oui. mais c'est dur. Mais je pense que c'est le début de le moment où tu commences à vouloir faire des changements d'alimentation. Là c'est le moment le plus dur de ta vie, genre t'es en mode
En plus, c'est comme dans tout dans la vie, c'est dès que tu fais attention à un détail d'un truc, bah t'as l'impression que le monde entier se lie contre toi, tu vois, c'est genre, partir du moment où tu te dis ok je mange moins, c'est le moment où il va y avoir des petits déj tous les matins au bureau, qu'on va te proposer des restos, que machin. Bah oui. Non mais c'est pas possible, on n'a pas fait un resto en 6 mois et là on en fait 3 en une semaine, non mais oh. C'est horrible, en plus tu vois, on a ce problème là, enfin problème, pour moi c'est pas du tout un problème, mais pour ceux qui font des régimes et tout, c'est que comme on est en France, on aime bien tu sais la bouffe c'est hyper important en France, tu vois, on a un côté un peu... Et t'arrives l'été, c'est les barbecues. T'arrives l'hiver, c'est raclette, fondue, ce que tu veux. T'as pas de bonne période en fait. T'as vraiment pas de bonne période. Genre, t'y vas le printemps, super, mais là, l'été qui guette comme ça juste derrière pour te prendre en embuscade. Tu fais ça l'automne, pareil, mais t'as l'hiver et t'avais l'été juste avant. Donc, les kilos que t'as pris en été, tu dois les perdre à l'automne, tu les reprends en hiver. Et en fait, pour moi, les gens qui arrivent à dire non, genre vraiment non pour ça, je trouve ça, mais admirable. La personne qui prend une salade quand tous ses potes prennent un burger, bravo. Limite, faudrait lui payer sa salade parce qu'elle mérite, tu vois. En fait, c'est même pas tellement le truc de prendre la salade, c'est juste que quand t'as fini ta salade et que les autres ils sont là en train de finir leur burger, machin, tout, t'es en mode. Bah, je regrette, quoi. J'ai faim. Je suis content d'avoir fait cet effort, non, mais là j'ai faim, quoi. Donc, c'est très dur. Et tous ceux qui ont une alimentation soit stricte parce qu'ils sont imposés ou parce qu'on leur a imposé, parce que bah, ils ont intolérance ou autre, je respecte de fou parce que c'est des choses où je suis incapable de faire ça, mais vraiment incapable. Et c'est là-dessus que je suis très mauvais élève parce qu'à chaque fois que j'ai des potes qui veulent faire du sport ou quoi, la salle, machin, moi j'aime bien, parler, échanger comme là on fait, tu vois, sur différents trucs. Et quand ils me disent ouais, t'as des conseils pour la bouffe, je dis pas moi. Moi, si tu te donnes un conseil, on va au bar dans 2 heures, on se fait un Burger King après, il n'y a pas de. Non, vraiment pas moi. Le seul conseil que je peux te donner, c'est va demander à quelqu'un d'autre. Ah ouais, vraiment, faut pas. Faut vraiment pas me demander. Et donc aujourd'hui, t'es à l'aise avec ton corps, toi t'as jamais eu de soucis de ce côté-là Oh, si, j'ai eu plein de. Moi je suis hyper timide de base, très pudique dans la vie. Me foutre en maillot de bain sur une plage, et à un moment j'arrivais pas quasiment, donc non, hyper galère. Mais j'ai appris à aimer mon corps. En vrai, la muscu, moi je l'avais pas fait pour ça comme je t'ai dit, mais ça m'a un peu aidé. Honnêtement, bah, forcément tu prends un peu plus en carrure, donc... c'est parce que t'as vu des changements physiques ou c'est juste le fait de te dire, bah à force de force. travailler et de te dire, bah je sais que je suis musclé, juste bah peut-être que ça se voit pas ou j'ai pas les plus gros bras du truc. Qu'est-ce qui a fait que t'as aimé ton corps ou que t'as outrepassé ce truc Non, bah en fait j'ai eu deux steps, on va dire. Le premier où je me suis dit, bah en fait au bout d'un moment... je suis focus sur moi, mais les gens à la plage ils s'en battent les couilles, enfin ils en ont rien à foutre de comment je suis taillé ou quoi, c'est pas grave, tu vois. Je me suis fait ce déclic là en me disant bah voilà, je suis avec mes potes, si je me mets pas en maillot de bain avec mes potes ou avec ma famille, je fais jamais de ma vie, genre je peux pas, alors que j'ai envie de me mettre en maillot de bain. Bah ouais, alors qu'en plus en plus la marque du t-shirt on l'a tous eu une fois au moins dans sa vie. C'est pas... J'ai envie de prendre des couleurs. T'as envie d'avoir des couleurs, tu vois. Et en fait, le côté pas de jugement des... Tu sais, quand la première fois que je l'ai fait, que j'ai eu aucun jugement et tout, ça m'a fait plaisir, tu vois. Et après, en deuxième temps, il y a quand j'ai commencé à prendre un peu en masse, les côtés des... Ah putain, t'as pris des épaules, ah t'as pris des bras, c'est con, hein, c'est vraiment con, mais l'ego, ça marche toujours. En fait, bah tu te dis, ok, bah... En fait, même j'ai des compliments maintenant, et ça pour l'ego et la confiance en soi, c'est un boost monumental, tu vois. Et en fait, ces deux trucs-là font qu'aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Je suis encore très pudique parce que je suis comme ça, c'est tout. J'aime pas montrer mon corps. Mais par contre, je suis quand même à l'aise d'aller être à la plage parce qu'en fait, comme tout le monde est dans ce même mood de je me mets comme ça, et puis en plus, tu vois qu'il y en a plein qui en ont rien à foutre, tu vois, Dédé qui pose sa bière sur son ventre, il s'en fout comment on le juge. Et en fait, ça, c'est un putain de déclic. Mais ça, c'est les meilleurs potes. Mais ouais. Mais tu as confiance en toi, tu t'assumes et tu es fantastique. Et ça aide à mort. Et tu te dis, bah, pourquoi moi je complexe sur mon corps alors qu'on s'en fout. Enfin, mais c'est ça. Justement, c'est plus stylé. C'est plus stylé quelqu'un de grassouillé mais qui s'assume et qui est bien avec lui machin et tout, qu'un mec qui est bien mais juste qui assume pas son corps. Et voilà, donc il y a tout ce truc là aussi de perception du truc, oui. Mais voilà, ok, peut-être que toi tu trouves trop gros, nous on trouve très bien mon rêve, donc n'hésite pas quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait on est, comme tu disais au tout début, on est plus dur avec nous-mêmes, on est toujours plus dur avec nous-mêmes, et bon c'est comme ça, tu vois, mais le fait de passer le step, et justement avec des personnes qui sont hyper à l'aise avec leur corps, qui jugent pas et qui n'ont pas forcément le corps d'Apollon, on revient sur Cristiano Ronaldo, mais qui n'ont pas leur corps ou tu sais de The Rock ou quoi. Le corps de Cricri. Le corps de Cricri, bah tu vois, quand t'as
quand t'as des personnes qui ont pas ce corps-là et qui s'assument, tu te dis mais pourquoi moi je pourrais pas en fait. Ils te jugent pas, ils sont là, ils ont confiance. Bah, et en fait ça te booste un peu, ça donne un peu. En fait c'est comme s'ils te partageaient leur confiance. Et ces gens-là c'est des petites pierres précieuses qu'il faut avoir près de soi parce que je te jure qu'en termes de confiance c'est un bonheur absolu parce que c'est des personnes qui te font avoir confiance en toi, non pas parce qu'elles ont pas le corps de The Rock, mais parce que justement elles te disent mais fais-le mec, pourquoi tu le ferais pas, tu vois. Ouais. Et c'est souvent ces gens-là qui te font avoir ce déclic quand tu échanges avec eux, Dieu mais personne te regarde, on s'en fout, sois toi-même et vas-y. Des petits bijoux, des petits bijoux, faut les garder ces gens-là, franchement ces gens-là c'est les meilleurs. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte non plus de la force des compliments. Ouais. Enfin, genre, alors que, enfin, je sais pas, moi j'adore faire des compliments à mes potes, même des compliments un peu sarcastiques, tu vois, mais en vrai, derrière toutes les blagues, il y a toujours un fond de vérité. Non, mais tu vois, quand tu dis à un pote, ah, t'es beau là, mon chanson et tout, tu sais. Ouais, je vois le ton est hyper ironique, oui. Et hyper sarcastique, mais en vrai, si tu lui dis. Tu vois, j'aurais pas fait la blague s'il était hyper moche, tu vois. S'il était hyper laid, j'aurais pas dit, bah, t'es beau là, mon cochon. Si je lui dis, c'est juste que on est trop débiles, nous les mecs, et on sait pas se dire, putain, t'es bien sapé, mon pote, là. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours ce petit ton un peu ironique pour faire passer les compliments. Ouais, c'est être pudique de ses sentiments, quoi. Ouais, bah après, je trouve que, tu vois, on a cette chance-là que, encore une fois, c'est générationnel, et tant mieux. C'est que nous, on a une génération qui développe ça, tu vois. Ouais. Genre moi, je suis plus à l'aise de dire à mes potes, putain mec, aujourd'hui t'es BG, j'aime bien comment t'es habillé, tout ça, tu vois. Demande à ton daron, encore que toi, ils sont un peu plus jeunes, mais tu vois, moi, mon daron qui est dans une génération beaucoup plus disons dire, stricte, entre guillemets, ouais. Les sentiments, tu les montres pas, tu vois. Tu pleures solo, tu montres pas que tu vas pleurer. Tu dis pas oh t'es bien habillé, non ça c'est pas un truc d'homme tu vois, Cro-Magnon quoi, et je trouve que c'est trop bien de pouvoir démocratiser ça, on le fait de plus en plus et je trouve ça vraiment bien et pour nous notre santé mentale ça fait du bien aussi tu vois. Et parlons-en de cette santé mentale hein, parce que putain ah ouais franchement mais c'est vrai que oui moi j'ai jamais vu mon daron pleurer non plus et je ne comprends pas, enfin genre je ne sais pas pourquoi, mais bon, après dans la famille on a un peu récupéré ça tous ensemble avec mes refs, c'est que on ne sait pas se parler, on ne sait pas communiquer entre nous quoi, c'est putain, enfin ou alors peut-être que c'est juste mon ressenti perso et j'y ai pensé d'ailleurs au début de ce podcast, je me suis dit qu'il faudrait que j'invite un de mes refs dans un podcast la prochaine fois. Ça peut être une super idée en vrai. Faire un podcast familial. Et mais non que on ne sait pas, enfin je sais pas, moi je ne sais pas être sympa avec mes frères. Je suis un enculé profond. Attends, t'es pas l'aîné toi. T'es l'aîné, bah c'est pour ça, t'es l'aîné. T'es censé montrer l'exemple, mais en fait je suis toujours dans le challenge, dans le oui bon t'as fait ça, mais tu sais genre il fait un truc bien, je suis en mode mais bon t'as fait ça mais t'as pas fait ça, tu vois. Je focus sur le truc qui va pas, tu sais. Ah ouais t'as trouvé un stage, mais t'as pas trouvé l'alternance. Ah ouais bah ok. T'as une très bonne note en anglais, mais bon les mathématiques c'est pas fou hein. Petit accent Sarkozy là. Est-ce que c'était parti, même le mouvement d'épaule, on le voit pas, mais le mouvement d'épaule il était là aussi. Mais ça se trouve, tu dis ça à tes frères, peut-être toi dans ta tête, peut-être pour les pousser à faire mieux. Enfin, tu vois, il y a une bienveillance derrière quand même, non ? Ah oui, mais bien sûr. Mais moi, t'es pas juste un connard. Je me veux très bienveillant, mais je pense que c'est pas du tout l'image qui est renvoyée dans les actes et les propos. Ouais, après c'est plus compliqué d'en parler. C'est juste que c'est juste que j'ai envie d'être. Je pense que, enfin. Ou c'est peut-être une excuse que je me trouve aujourd'hui, mais je vais être très dur avec eux, peut-être aussi dur qu'avec moi, pour que justement ils soient en fait pour me dire bah le monde va être un connard avec vous dans la vie, si c'est moi qui suis un connard avec vous, vous allez t'habituer, tu vois. Je préfère que ce soit moi la voix dure du truc, ce soit moi qui vous critique, comme ça quand le monde vous critiquera, vous serez en mode bon on est habitué, tout va bien, et que vous ayez confiance en vous, et que vous ayez conquérir le monde là derrière. Ouais, je suis un coach de vie pour toute la famille. En vrai, c'est une solution. Après, si toute ta famille fait pas pareil avec ton petit frère, ton petit frère il voit que des connards autour de lui. Non, mais après, on se renvoie très bien la balle. Hein. C'est vraiment un échange de procédés de merde. Hein. Ah bah voilà, c'est de bonne guerre comme on dit. Oui, non. Après, c'est un truc de frère. Hein. Tu vois, moi avec mon frère aussi, on est un peu comme ça dans le challenge de temps en temps. Tu vois, mais toujours bienveillant. Mais après, c'est peut-être des périodes de vie aussi. Tu sais que quand ils auront, je sais pas, passé tous ton âge par exemple, tous 25 ans passés, tu te diras bon. Bah finalement les relations sont beaucoup plus saines tu vois qu'avant parce qu'il y a moins cette compétition ou peut-être au contraire hein, c'est possible aussi. Oui. Non, ça évolue beaucoup des relations entre frères. Forcément ce truc de quand tu grandis tu matures aussi et tu finis par je sais pas par la parole finit par se libérer ou mais l'éloignement aussi ça crée beaucoup de choses
de moins voir les gens. Tu sais, quand tu vois des... Ouais. Typiquement, enfin moi, mes parents, mes frères, quand je les vois tous les jours, machin, je suis en mode, bah, ils me saoulent ou j'ai rien à raconter. Alors qu'en vrai, tu passes 2 jours loin d'eux, tu reviens et t'es en mode, bah, j'ai plein de trucs à raconter. Alors que ça n'a pas été 2 jours spéciaux, hein. C'est juste, tu les as pas vus pendant 2 jours et c'est pas passé plus de trucs que ça, mais juste en mode, bah ouais, j'ai fait ça en fait, au taf, j'ai fait ça et tout. Moi, j'ai l'impression que mes journées de taf sont inintéressantes à raconter. Alors qu'en vrai, si, il y a toujours des trucs à raconter. Bah ouais, oui. franchement. Ouais. Mais franchement, c'est juste que j'ai pas ce truc de syndrome de l'imposteur, de me dire ma journée ne vaut pas la peine d'être racontée. Non, mais après, c'est parce que peut-être que t'as aussi ce côté-là de te dire, bon, bah, j'ai pas forcément beaucoup de choses à leur dire parce que je les vois tout le temps, j'ai pas envie de leur parler. Oui. Et en fait, quand tu reviens, bah, tu dis, tu racontes jamais rien. Ouais, t'es content de le revoir. C'est juste le fait d'être content de le revoir que t'es dans un mood différent d'habitude. Et là, peut-être que tu... Éloigne-toi de ta famille. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Il faut couper les ponts là. Non, mais c'est vrai que c'est un truc sympa. Et je pense que les parents, t'as peut-être eu le même truc quand t'es revenu chez tes parents. Te dire, ça fait du bien de repartir, de revenir, tu vois, de les revoir et tout. Et là, je suis en mode, ça ferait du bien de repartir. Et là, t'as envie de repartir. Ouais, mais c'est... La vie, c'est des cercles, hein, donc... Bah, je suis pas étonné, franchement, je suis pas étonné du tout. Et on arrive tranquillement vers la fin de ce podcast. Wow, ça passe extrêmement vite. J'ai pas fait le quart des sujets que j'avais écrits. Ah ouais. Donc, ah non. On a eu tellement de trucs à dire et à raconter que... On a bifurqué, on a pas mal bifurqué. Mais c'est très bien, c'est très positif. Donc là, dans tout ce cheminement de vie, toute cette avancée de vie, tu te diriges tranquillement vers tes 28 ans cette année, Thierry. Comment tu te sens par rapport à ces 28 ans ? Est-ce que tu es en paix avec ton âge aujourd'hui ? Ouais, totalement. Bon, après, ça me fait rien. Tu sais, moi, je m'étais dit déjà les 25. Ouais. Je sais pas si tu t'es dit la même chose, mais moi, je me dis, les 25, ils vont faire mal quand même. Ah, moi, j'ai ouvert un podcast sur le sujet. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à faire des podcasts pour dire, je vais avoir 25 ans dans 1 an et demi. On commencerait pas à en parler, là ? C'est vrai que t'avais ce côté-là. Mais je trouve que... même le podcast d'anniversaire, tu vois, ça a montré que t'étais pas forcément serein avec ça, mais je trouve que moi, les 25 ans, j'en avais peur, ça m'a pas fait grand-chose. Les 30 ans, je les attends un peu plus... les 30 ans, ils me font peur. Ouais. Parce que tu sais, t'as ce côté-là, t'es plus dans la vingtaine, tu sors moins, t'es censé te poser beaucoup plus, parce que autour de toi, ça se pose de plus en plus. T'as des achats de maisons, d'appart, t'as des mariages, t'as des personnes qui ont des enfants, et toi, t'es là encore... à essayer de trouver un équilibre dans ta vie, tu vois. Avoir un putain de CDI. Avoir un CDI, tu vois. Non, mais c'est fou. C'est fou qu'en fait, on est tellement plus au même moment de notre vie, on n'est plus tous étudiants, tu vois. Et en fait, les 30 ans me font peur parce que je me dis, si à 30 ans, j'ai pas réussi mes objectifs que j'ai fixés là, tu vois, c'est typiquement investir et avoir un CDI, ce sont quand même 2 objectifs qui en 2 ans et demi peuvent être faits, largement. Si à 30 ans j'ai pas ça, je vivrais ça comme un échec et les 30 ans vont faire super mal. Si à 30 ans les objectifs sont réussis, c'est bon, on est tranquille, tu vois. Enfin, ça dépend vraiment comment t'arrives dans les 30 ans, dans quel mood t'arrives dedans, mais ils me font un peu peur, ouais. Ok. Ils me font un peu peur. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que, oui, les 25, j'avais pas du tout envie de les avoir. Je les ai eus et j'étais en mode, bon, bah, voilà. Et en fait, ça a été une très bonne année pour moi. Et par contre, là, le fait d'avoir 26, j'en avais rien à foutre. Vraiment, j'étais en mode, bah oui, c'est plus sain, quoi. Enfin, il y avait plus aucun enjeu et paradoxalement, il y avait aucun enjeu, mais j'étais très content d'avoir 26 ans. Genre, je sais pas, j'étais en mode, j'étais serein, j'étais en mode, j'avais tellement pas envie d'avoir 25 ans que le fait d'arriver à 26, j'étais en mode, en fait, je suis très content de ma vie, tout va bien. La mif est là, les potes sont là, enfin, la vie suit son cours. Et donc vraiment genre avoir 26 ans, je me suis couché le soir de 26 ans et j'étais heureux, j'étais en mode je suis bien en fait, faut que j'arrête de me prendre la tête et tout, la vie avance, tout se passe bien et donc genre vraiment content d'avoir 26, je sais pas, d'avoir fini ce truc de je veux pas avoir 25 ans. Après c'est peut-être moi aussi qui me mettais trop de trucs dans la tête pour me dire je fais 25 ans, putain 25 ans, merde et tout. On verra les 30 d'ici là. Ouais, j'allais dire les 30 comment tu vas les voir. Mais non mais enfin en tout cas pour l'instant oui, les 30 ça sera quelque chose parce que je pense que ça y est, tu vois, c'est ce truc des chiffres ronds. Le dernier gros chiffre rond c'était 25 ou 20, tu vois. Et quand tu compares le changement dans ta vie entre tes 20 ans où t'es encore globalement un enfant, le bac est pas loin, les études machin et tout, et les 30 ans où là t'es un adulte quoi, là t'es un grand, là t'as un gap de comparaison qui est pas mal, mais jusque là tu vois, jusqu'aux 30 ans, enfin après c'est pareil que les 25, c'est juste un truc de se dire bah voilà, là où t'en es aujourd'hui, est-ce que
est-ce que t'es bien dans ta vie, et si t'es pas bien, bah change des trucs, et puis voilà quoi. Il y a pas un coup près, une date limite, tu vois. C'est pas genre à 30 ans il faut que t'aies fait tout ça. C'est en mode bah le fait d'avoir 30 ans, tu peux te dire bah ok, si je suis heureux, tout va bien. Si je suis pas heureux, qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Et bah s'il manque des trucs pour être heureux, go Ouais, quoi, c'est sûr. go que je fasse, tu vois. Si à 30 ans t'es pas heureux parce que t'es pas Cristiano Ronaldo, là le problème c'est peut-être pas de devenir Cristiano Ronaldo, mais de changer la direction que tu veux donner à ta faut vie. changer d'angle, Se ouais. dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Choisir un autre sportif par exemple. Ouais, peut-être moins élevé. Non, mais en vrai, c'est sûr que les 30 ans, si tu le prends dans ce prisme-là, c'est pas grave si j'ai pas réussi, positif de fou, c'est trop bien. Mais le risque, c'est de se comparer. Tu vois. Enfin, moi, je sais très bien qu'à 30 ans, si je regarde mon entourage et que je vois mes potes, machin marié, lui a une maison, lui en a deux, tu vois, lui, je fais, ouah, c'est dur quoi. Et si toi, t'as pas accompli le quart de ce que tes potes ont fait, genre, c'est con, hein, on en revient sur le côté comparaison, mais ça va me faire un coup quoi. Je vais me dire, putain, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi eux j'y arrivent, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois. Et en fait, tu vas commencer à partir dans cette spirale totalement négative, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, comme tu dis. Tu peux garder dire bah non, c'est pas grave, chacun son rythme. En vrai, chacun son rythme, hein. Et il n'y a pas de souci là-dessus, mais la comparaison, elle est tout le temps pas loin derrière, et c'est la comparaison qui me fait plus peur que les 30 ans, tu vois. Les 30 ans, c'est un chiffre, mais la comparaison de tout le monde à 30 ans te dit, est-ce que j'ai vraiment réussi? Est-ce que j'ai eu les objectifs que je voulais? Est-ce que je suis en avance par rapport à ce que je voulais? Et par rapport aux autres, comment je suis, tu vois? Et en fait, cette comparaison-là fait assez peur, ouais. Après, t'as ce truc aussi, enfin moi que je me suis rendu compte récemment, c'est que il y a pas mal de gens que je suis sur les réseaux, ou des influenceurs, des créateurs de contenu et tout. T'en as qui sont plus jeunes que toi, et ça c'est chiant, parce que ils font des trucs que toi t'avais pas fait à leur âge, mais t'en as pas mal qui sont plus vieux aussi, et qui du coup tu vois passent déjà ces paliers et tout, et des fois ils te font des vidéos, ils sont en mode oui bah, et du coup, enfin tu vois c'est des gens que toi tu trouves trop stylés, et là, il te poste une vidéo à 30 ans en mode bah j'ai 30 ans et j'ai toujours pas fait ça dans ma vie. Et tu dis ah oui, bah le mec en fait il a 30 ans, moi je le trouve hyper stylé. Et en fait, il a plein de trucs dans sa vie que non plus il a pas fait et qui se compare à d'autres qui ont fait ça, machin et tout. Et en fait, bah c'est le cercle ultime de toi tu vas te comparer à quelqu'un qui va se comparer à quelqu'un qui va se comparer à quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui se compare à toi, tu vois, dans ce truc de cette comparaison permanente qui se dit putain, Cyril, il va avoir 30 ans, il est trop stylé. Moi j'ai pas ça, machin et tout, tu vois. Mais t'as toujours des gens qui se comparent, c'est sûr. En vrai, tu vas toujours te comparer à celui qui est au-dessus de toi, tu vas pas te comparer à celui que t'estimes avoir mieux réussi, tu vois. Bah ouais, alors qu'en plus... je suis tellement meilleur que lui, putain. Alors qu'en plus, c'est hyper subjectif de dire j'ai mieux réussi que machin, parce que ça se trouve, toi, t'as eu des objectifs je vais reprendre le truc j'ai un CDI, une maison et tout. Ça se trouve, la personne avec qui tu t'es comparé en disant elle est moins bien, elle a pas tout ça, mais elle est plus heureuse que toi, tu vois. Ça veut vraiment rien dire. Le plus important, finalement, c'est vraiment d'être en phase avec toi-même et d'être heureux dans ta vie actuelle sur les différents pans que tu peux avoir. Mais c'est tellement facile à dire avec du recul que ça paraît facile de fou. Et au final, on le fait jamais. Et en vrai, je sais très bien qu'à mes 30 ans, je vais quand même avoir ce côté hyper néfaste de me dire je vais me comparer, alors qu'en vrai, pas besoin, quoi. Vraiment pas besoin. Et si justement pour conclure sur cette thématique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, quel conseil tu aurais envie de donner, ou quel message tu as envie de faire passer, que ce soit aux auditeurs de ce podcast, ou à toi, Cyril, de 27 ans aujourd'hui, ou au Cyril de 30 ans. Est-ce que tu as envie de rester sur cette thématique de la comparaison et d'arrêter de se comparer, ou est-ce que tu as un mantra, un conseil à partager? J'ai pas vraiment de... Putain, j'ai même pas préparé ça, alors qu'en plus je les écoute, je suis con. Non, bah écoute, qu'est-ce que je pourrais dire, si je dois donner 2 conseils jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai pu vivre et sur comment je me projette, ça serait soyez à l'écoute de votre prochain, soyez tolérant et surtout soyez bien entouré. C'est le plus important pour moi, je trouve. Donc voilà, je partirai là-dessus. Si t'es tolérant, en général, il y a des gens bien qui vont t'entourer. C'est ça. Donc et les si deux, t'es bien entouré, c'est un cercle vertueux. Mais c'est que du positif. C'est que du bonheur, comme on dit. Non, mais vraiment, faut être bien entouré, c'est important. Pour tous les obstacles de la vie, pour être bien accompagné, bien conseillé. Enfin, l'entourage, pour moi, c'est quand même hyper important pour être dans le bon chemin. Donc, soyez bien entouré, ouais. Merci beaucoup, Cyril. Bah de rien, merci à toi.